Et oui, le bouche à oreille, ça sera toujours génial, mais le digital n'enlève rien au bouche à oreille. Au contraire, il a un effet, Oui, ils sont pas ennemis. non, ils sont C'est pas sûr. ennemis, ils peuvent très bien se bosser ensemble. Alors c'est vrai que nous, personnellement, nos expériences passées avec Camille, on était pas mal dans le B2B et encore aujourd'hui du coup, et j'étais curieux de voir quelles nuances, tu remarques toi, finalement entre vendre à un client particulier ou à un pro? La principale des nuances que moi je vais remarquer, elle va être sur la durée du cycle de vente. OK. C'est qu'en B2B, on commence à avoir des cycles de vente qui sont de plus en plus longs. Ouais. Et surtout là, dans le photovoltaïque, sur les grosses installations, où tu as même des cycles de vente qui ont été complètement arrêtés avec ce qu'on sait et avec les actualités. Ce que je remarque, c'est que dans le B2B, on a tendance à être moins dans l'humain que dans le B2C. Dans le B2C, on a pris conscience du fait que le relationnel, la connexion humaine, elle va être indispensable pour pouvoir réussir à vendre. Là où dans le B2B, on a tendance à penser que comme notre produit il est béton, c'est le meilleur, il est stylé, il donne des résultats, et ben ça va le faire. Sauf que avant d'être d'un business technique, d'ingénierie ou peu importe le business qu'on vend, c'est un business d'humain à humain. Finalement, c'est la même chose dans les grandes lignes. Il y a beaucoup de similitudes. Les cycles sont pas exactement les mêmes. Les cycles, comme je te l'ai dit, sont un petit peu plus longs. En B2B, on peut avoir des étapes qui vont être différentes dans le sens où il va falloir trouver les bons interlocuteurs, parfois trouver son champion, etc. Mais après, des fois, la décision, elle va être peut-être prise différemment. Donc, il y a des similitudes et puis après, il y a des spécificités. Et puis après, on peut même aller plus loin. Et à B2B, il y a des spécificités en fonction des secteurs aussi d'activité. Un truc que je remarque, moi, qui, quand on fait du B2B, alors je pense que c'est un schéma dans lequel on se met, hein, tous, mais c'est que c'est toujours dans un cadre très pro. Tu vas démarrer un call, tu vas discuter avec une personne, très vite, ça va aller sur le pro. On est là à carré, la société, elle fait quoi? Toi, tu travailles sur quoi en ce moment? Et il y a peu de place, finalement, pour ce côté un peu, vie perso. Alors quand je dis vie perso, ça peut être les sports, comme on parlait tout à l'heure. Ouais. Peu importe la passion de chacun, sans même parler de passion, les centres d'intérêt. Mais c'est assez difficile de rester, je trouve, lors de ces conversations sur ces sujets-là plus de quelques temps. Alors que, pareil, hein, j'ai jamais fait de B2C, mais j'ai l'impression que en B2C, tu vas avoir moins de mal, par exemple, si tu rentres chez quelqu'un. Typiquement, tu vas dire, tiens, ta déco, elle est sympa, etc. À rester un peu plus longtemps, peut-être un quart d'heure, 20 minutes sur ces sujets. Là où finalement, en B2B, très vite, tu vas dire, ok, allez, on y va, quoi. On est là pour parler de quoi, là? C'est quoi ton prix? C'est quoi ton offre? Moi, ce que je ressens, c'est que la différence, elle est vraiment dans l'intention qu'il y a derrière. C'est qu'en B2C, souvent, les gars ont compris qu'il faut aller créer cette connexion avec le client. Donc, il y a cette intention qui est réellement présente. Donc, ils vont le faire. Là où en B2C, pardon. Là où en B2B, ça va être l'inverse. On va avoir tendance à très vite vouloir pousser son produit. Je vois des boîtes qui veulent tout de suite pousser à la démo, tout de suite pousser à un calibrage, à une mise en situation, à tout un tas de choses qui arrivent trop tôt. Nous, ce qu'on cherche à faire en vente, c'est à comprendre qui est face à nous, comment il s'est construit, et qu'est-ce qui l'amène à vouloir discuter avec nous, quelles sont ses problématiques, ses frustrations. Et pour qu'on puisse l'amener à rentrer dans des couches qui sont assez profondes et assez intimes, on a besoin de créer cette proximité avec lui. Et elle peut se faire de différentes manières. Souvent en B2B, quand on n'arrive pas à rentrer dans la proximité avec les gens, c'est parce qu'en fait, on n'a pas d'étapes claires qui sont définies. Et donc, comme on n'a pas d'étapes claires qui sont définies, on est plus concentré à réfléchir à qu'est-ce qu'on va dire, comment on va le dire. Et ça peut partir de choses très simples. On parlait tout à l'heure des hobbies, du lieu de vie, les Américains appellent ça small talk, ça peut partir de tout et n'importe quoi. Je pense qu'on projette aussi le fait que c'est une discussion entre deux entrepreneurs ou deux sales ou peu importe. Finalement, personne n'a de temps, le temps est précieux et du coup, nous, on n'a pas le temps pour l'émotion et que finalement, ce qui est important, c'est le produit et c'est ce qu'on nous projette directement parce que la personne en face, elle s'attend à réceptionner de la vente. Donc du coup, on se dit, vas-y, on va droit au but et puis on perd pas de temps avec l'émotion. Et je pense qu'on se rate complètement en faisant ça parce que finalement, potentiellement, il va choisir ta solution parce que tu as réussi à lui mettre en lumière son problème, à lui mettre les solutions en face aussi et à lui apporter quelque chose de concret, pas simplement toi pitcher ton truc dont potentiellement il n'a pas besoin d'ailleurs. Ouais, carrément. Ça vient du fait qu'on a plus tendance à parler au statut qu'à la personne. On voit la personne comme un dirigeant alors qu'en réalité, une fois qu'elle est sortie de son travail, elle est comme nous tous. Et si on arrive à faire noter cette différence, je pense que ça peut tout changer dans l'entretien de vente. Vous, qu'est-ce qui vous a amené à
à vous lancer justement dans votre activité? Bon, pour faire brièvement, moi, j'ai travaillé dans le service, donc dans le B2B pendant 4 ans et demi, où mon rôle, c'était plutôt de définir et d'accompagner des équipes dans l'IT. Je travaillais avec des grosses structures du CAC 40 et aussi des startups dans différents milieux et j'avais la chance de manager une équipe aussi dans l'IT. J'ai eu l'opportunité de faire ce métier aussi à l'étranger dans une dynamique plus industrielle, Ok. notamment dans l'aéronautique et d'autres domaines, ce qui m'a introduit un peu plus vers un milieu différent de l'IT que je connaissais mieux. Et puis, il y a eu cette opportunité avec Jules de s'associer sur un projet. Je pense que la démarche entrepreneuriale, elle est dans ma tête depuis longtemps et j'avais surtout envie d'un projet qui me permette d'accompagner quelque chose de positif. Bon, il y en a qui trouvent que c'est du blabla, la transition énergétique et tout ça, mais je trouve que c'est un sujet important et c'est un sujet qui doit être porté par nos générations. Ouais. Et dans ce cadre-là, d'accompagner en fait les entreprises dans leur croissance, ça a été un vrai moteur et une vraie réflexion. Et c'est là où le projet s'est aussi concrétisé de mon côté. Il y a une quête de sens, j'ai l'impression, chez toi. Il y a une quête de sens, il y a une envie en fait d'apporter quelque chose que je pense potentiellement j'avais un peu perdu avec mon métier précédent. Parce que finalement on est noyé dans des grosses structures et les processus décisionnels sont grands, lents et on a l'impression que l'impact qu'on a il est minime et je voulais un impact différent et surtout garder aussi ce lien client Mhm. qui est important pour moi par cette relation humaine. Même si parfois c'est pas toujours simple de comprendre qui on a en face de nous, mais je trouve que c'est un challenge extrêmement intéressant et porter aussi un message quelque part de OK à une échelle différente d'un installateur photovoltaïque ou d'un installateur de pompe à chaleur ou des personnes qui sont dans les ENR en règle générale. Bah, en fait, la croissance, c'est quand même le moteur de la transition énergétique Bien et sûr. si on veut avoir un impact sur son accélération, bah, peut-être accentuer son développement est une bonne façon de faire les choses et c'est vraiment moi ce qui me porte aujourd'hui dans le projet de Wattlift quoi, tout simplement. T'étais la tueuse de ta boîte. J'étais pas enfin en fait, j'ai eu la chance en fait d'avoir l'opportunité de monter une branche dans la première entreprise que j'ai rejoint qui était la branche IT. C'était une entreprise dans le conseil qui avait jusqu'ici plutôt une vision sur l'ingénierie et ça m'a appris énormément de choses. Eux, ils utilisaient beaucoup le terme intrapreneuriat Ok. et je trouve que c'est hyper puissant. C'est quand même deux mondes, être intrapreneur et entrepreneur. On est quand même sur deux choses et des enjeux différents. Mais par contre, c'était vraiment puissant parce que bah, j'ai appris énormément de choses. J'ai appris à manager des gens qui avaient 2 fois mon âge, Ouais. à me positionner en tant que femme dans un monde hyper masculin et à travailler avec des boîtes du CAC 40 qui avaient aucune idée que j'existais. Et c'est vrai que tout ça, en fait, ça m'a aussi, je pense, menée à me dire, OK, mais cette conquête-là, je peux aussi la faire pour un projet que je porte en moi et bah voilà, qui finalement comporte mon nom tous les deux et qui fait vraiment du sens. Et cette quête de sens, pareil, c'est le truc de notre génération, mais c'est important en fait de se dire, bah, chaque matin, tu sais que tu vas pouvoir bosser à l'infini sur un truc qui te porte. Et c'est un luxe, mais c'est aussi beaucoup de travail. Et moi, c'est vraiment ce qui m'anime aujourd'hui, quoi. Et tu l'as trouvé ton sens aujourd'hui, du coup? Ouais, je l'ai trouvé, déjà parce que je trouve que l'entrepreneuriat, c'est un chemin, personnel aussi, une conquête personnelle. J'apprends à travailler avec, des nouvelles personnes, enfin l'IT, c'était ouah, l'IA, le moderne, le truc, et en fait, aujourd'hui, je travaille dans un milieu qui est aussi moderne, mais sur d'autres sujets et je trouve que du coup, bah, c'est hyper intéressant parce que pour moi, c'est l'avenir, en fait. Aujourd'hui, on est en train Mhm. de travailler dans les ENR sur des sujets d'avenir et bien sûr, ils vont au fur et à mesure, il y aura plus d'IA, il y aura plus de nouveautés aussi, mais je trouve que, bah, du coup, c'est un super combiné par rapport à ce que j'ai fait avant et je prends énormément de plaisir aussi à échanger avec des personnes différentes, des visions entrepreneuriales différentes qui sont dans le produit et pas le service, alors que moi, je connais plus le Oui. service et franchement, je me régale, quoi.
tu voulais dire quelque chose. J'avais juste une petite question. Ouais, du coup, est-ce que tu as cette sensation de mettre en place, même si tu as une jeune expérience, hein, mais les années que tu as accumulées d'expérience, de mettre en place tout ça au service d'une industrie qui pour toi a du sens? Est-ce que c'est ça qui te génère la satisfaction aujourd'hui principalement, ou est-ce qu'il y a autre chose? De mettre ce que je connais, ce que j'ai appris sur une nouvelle industrie, je pense que ça m'anime vraiment. Et après, il y a aussi la vision d'essayer de démocratiser un peu le marketing dans un milieu où tout n'est pas encore digitalisé. Et en fait, d'essayer de montrer le pouvoir du marketing, mais pas dans le mauvais sens du terme. Aujourd'hui, on est, enfin, on a de la publicité en permanence autour de nous et on a plein d'informations qui passent. Donc, on peut s'éduquer très rapidement sur les sujets. Et je trouve que du coup, c'est encore plus intéressant de se positionner sur le marketing parce que faut faire la différence. Faut trouver qu'est-ce qui fait que nous, on est différent du produit d'à côté. Et finalement, ça nécessite la réflexion beaucoup plus profonde que quelque chose un peu brut de décoffrage qu'on avait avant. Donc, je pense que c'est un combiné des deux. Et l'assouvissement, je le trouve sur effectivement déjà apprendre tous les jours et montrer aussi l'importance du marketing et de la vente au profit d'industries qui sont les industries de demain. Parce que, en fait, le photovoltaïque, l'électrification des foyers, ces sujets-là, évidemment qu'on est en plein dedans, mais c'est que le début, quoi. Et en plus, on en parle notamment face au développement plutôt IT et IA qui sont aussi en parallèle. Sans ça, on n'arrivera pas à aller aussi loin qu'on veut en IA. Et donc, pour moi, les enjeux, ils sont clés. Et on peut jouer tous un rôle important là-dessus, quoi. Et d'accompagner aussi les gens à comprendre pourquoi le photovoltaïque, c'est intéressant, pourquoi l'électrification des foyers, c'est intéressant, pourquoi la transition énergétique, elle existe. Tout ça, c'est aussi des sujets qui m'intéressent. Non, je suis d'accord, là, il y a un réel enjeu d'amener les entrepreneurs du photovoltaïque à se professionnaliser vraiment sur le côté, je suis d'accord, acquisition, marketing et vente. Cette partie-là, je pense que c'est là où ils ont beaucoup à gagner. Elle est presque diabolisée, je te dirais, Ah oui, cette carrément. partie. Carrément. Il y a une fierté de l'expertise technique, ou la pseudo, mais à la limite, peu importe, partant du principe que ce sont tous des experts. Il y a une fierté derrière ça. Moi, j'entends même souvent dire, moi, j'ai pas de commerciaux, que des techniques qui se déplacent parce que... Voilà. Et derrière, par contre, il y a une diabolisation de la partie vente, de la partie marketing, alors que ça nourrit tout le business, mais on dirait qu'ils la rejettent. Ouais, parce qu'il y a une sorte... dans leur tête, il y a une sorte d'opposition entre la personne honnête et le vendeur. Je dis vendeur au sens large, mais je pense que quand on fait du marketing ou quand on est en train de finaliser, de conclure un contrat, on est dans des étapes de vente. Il y a ces deux personnages qui se combattent dans leur tête et ils pensent que c'est pas possible d'être bon commercialement et d'être honnête, de faire de la vente entre guillemets éthique. Et ça, c'est un réel problème parce qu'en fait, ils deviennent leurs propres ennemis. Ils se mettent eux-mêmes des bâtons dans les roues. Et justement, tu peux nous dire qui t'es, toi, pour nous parler de ça? J'ai dire, t'es qui, toi, pour nous parler de ça? Tu peux nous dire un peu plus, qu'on sache pourquoi il faut qu'on t'écoute, quoi. Pas de souci. Moi, je suis Ilyes Kellal, ça fait plus de 10 ans que je suis dans le milieu du photovoltaïque. Rien ne me prédestinait à être dans la vente, ou du moins, j'étais complètement, on va dire, fermé à l'idée que je pouvais être un bon vendeur. Je ne l'imaginais pas. Je suis d'une famille où ma mère est médecin, mon grand-père est médecin, donc ce qu'il fallait faire pour réussir dans la famille... Tout droit, c'était tracé. C'était médecine, sinon il n'y avait pas d'autres issues. Et donc j'ai fait médecine, mais ça ne m'allait pas. Le rythme de travail, il y avait beaucoup de choses, je pense, soit j'étais immature, soit c'était pas le bon moment pour moi, mais en tout cas, c'était pas fait pour moi. Et la vie m'a amené à aller vers les neurosciences, où là, je me suis régalé. Et puis, une fois terminé mes études, moi, je mangeais une claque un peu dans la gueule en voyant ce que je peux faire dans le monde du travail, les rémunérations que je vais avoir. Et je rencontre un type un jour, c'est marrant, en plus, c'était sur un covoiturage. À l'époque, j'étais étudiant, je gagnais pas d'argent. Un covoiturage Montpellier-Aix. Et le gars avait une super bagnole, c'est pour ça que je prends le covoiturage. J'arrive en retard. Le gars était à moitié handicapé, je vais pour lui serrer la main. Enfin bref, le truc... il avait pas de main? Non. Ah, terrible. Il avait une main un petit peu atrophiée. Donc... Bref, ça a très mal embarqué, mais bon, de fil en aiguille, il apprend que moi j'étais en neurosciences et lui, il avait des douleurs parce qu'il avait fait un accident de moto et ça lui a créé un handicap. Et d'une situation mal embarquée, en fait, on se retrouve à une situation où c'est en tout cas sa manière de me prendre sous son aile. Il commence à me conseiller, à m'expliquer que lui, il a très bien gagné sa vie et a très bien réussi... dans des carrières commerciales. Moi, sur le coup, je l'écoute. Et puis, donc, quand je termine mes études, je me dis, c'est peut-être le moment ou jamais d'essayer. Et je commence vraiment à la dure. Et ouais. Donc, porte à porte, phone. Il n'y a rien de pire.
Ouais, Mais il n'y a rien de mieux. vraiment. Ah, bah, aujourd'hui, je sais que c'était très formateur, mais sur le coup, T'as juste mal. ouais, t'as vraiment mal. Bah, il y a des matins où tu te dis, est-ce que je vais aller bosser? Enfin, c'était compliqué. Maintenant, par contre, je regrette pas d'avoir tenu. Mais ce qui était dur, c'est le métier est dur. euh, le rapport à soi et aux autres aussi est particulier quand tu es vendeur. Bien sûr. Je sors d'un monde de la fac où moi j'ai l'impression que je suis quelqu'un parce que j'ai fait des études et en fait je reviens vendeur et les gens me rappellent tous les jours que je suis rien du tout. Donc c'est des gifles hard que tu prends tout le temps. Et surtout, ce qui est frappant à ce moment-là, c'est que moi, la boîte dans laquelle j'étais, je trouvais qu'on était peu accompagnés. Ok. Et avec du recul, aujourd'hui, j'ai conscience du fait que c'est très répandu. Quand je dis peu accompagné, il y avait des gens autour de moi, et ça, je peux pas le nier. Mais c'est surtout que on a peu de formation commerciale, on a peu d'accompagnement, on a peu d'outils qui nous sont mis à notre disposition pour qu'on puisse réussir. Et en gros, c'est un petit peu au petit bonheur la chance. C'est Ok. toi et ton courage et ta détermination. C'est bizarre, j'y prends goût en fait. Malgré le fait que ce soit difficile, j'y prends goût. Comme je t'expliquais, je trouve qu'on n'est pas accompagné, on a peu accompagné, on a peu de ressources qualitatives à disposition. Et en fait, on doit un petit peu tous se faire seul ou bien en écoutant plus ou moins les autres. Dans quel secteur la boîte, excuse-moi? On est dans le photovoltaïque. On est dans le photovoltaïque. D'entrée de jeu, tu démarres dans le la photovoltaïque. rénovation énergétique. Ok. En fait, Donc, tout de suite dans les énergies renouvelables. exactement. Je suis dedans. Mine de rien, au final, je m'en sors. Je m'en sors et j'évolue. Et j'évolue bien jusqu'à prendre la direction d'agence et gérer pas mal de commerciaux. Et là où je me surprends, c'est que je me régale vraiment à leur transmettre, je pense, que moi j'aurais aimé qu'on me transmette quand j'ai commencé. Et je me retrouve avec des équipes qui sont ultra bien formées, qui sont performantes. Et à l'époque, on appelait mes agences ces centres de formation. Et alors que j'avais pas encore en tête de devenir formateur et de monter mon organisme. Mais c'est de là que m'est venue l'idée. Je me suis dit, il y a vraiment un truc. Et puis quand je regardais sur Internet, j'avais l'impression il y en a quelques-unes de personnes qui vont discuter de la vente, mais il y avait peu de contenu qualitatif, hormis quelques personnes qui sont encore présentes aujourd'hui. Donc c'était difficile en fait de trouver des choses qui collent, et encore plus des choses qui collent à la vente directe, à la vente en B2C, à ce genre de Bien choses. sûr. Donc c'était assez particulier. Et donc petit à petit, je commence à former mes équipes, et puis je décide d'aller dans d'autres structures où pareil, je développe du chiffre d'affaires, jusqu'au jour où en fait, moi je me dis, ça va être à mon tour en fait de le faire pour moi-même. Ça te gêne de parler un peu des chiffres? Parce que je sais que les gens aiment bien ça en règle générale, moi aussi d'ailleurs. Oui. Quel chiffre t'aimerais que je Par te exemple, partage sur le périmètre que tu pilotais dans ta première structure, à combien vous êtes monté en volume d'affaires? La boîte est montée jusqu'à 16 millions d'euros de chiffre d'affaires. Après, il y a eu d'autres structures qui sont montées sur des chiffres qui étaient un peu moins gros, 5-6 millions, mais avec des moyens qui étaient différents. C'est Et déjà des là, bons montants. on partait vraiment de zéro. Hmm. Donc 16 millions, il y avait déjà des choses qui étaient construites, et d'autres boîtes où on partait vraiment de zéro. Là, le gros, c'était installation de centrales photovoltaïques, où il y avait quand même pompe à chaleur aussi. Il y avait de la pompe à chaleur, mais les Borne équipes de sur recharge lesquelles... à l'époque, peut-être pas non, trop pas encore de non. borne de recharge. Les équipes avec lesquelles je travaillais, c'était principalement en photovoltaïque. D'accord. Ouais. Photovoltaïque, on mettait un peu de ballon thermodynamique, un peu de pack, mais c'était principalement du photovoltaïque. Oui, il y a des chiffres comme ça, et puis après, lorsque moi j'ai monté mon activité, il y a eu des chiffres encore plus gros qui sont arrivés sur d'autres structures. J'ai un commercial qui a fait une performance à 400 000 sur un mois, 400 000 euros de chiffre d'affaires. En particulier? En particulier, oui. C'est costaud. Hein. Les structures qui ont dépassé les 100 millions. Après, pas toutes, C'est un petit mais bon, pourcentage. Hein. voilà, l'idée, elle est là. Et donc, moi, j'ai monté mon organisme de formation, et aujourd'hui, je forme aux quatre coins de la France à mes méthodes de vente dans le photovoltaïque, donc spécifique au photovoltaïque, avec une particularité, c'est que j'y rajoute mon bagage neurosciences, et je travaille beaucoup sur les mécanismes de prise de décision. Ta Donc, spécialité, tu dirais? oui, il y a beaucoup d'approches psychologiques dans cette vente. Je pense qu'en tant que vendeur, en fait, on est des psychologues de comptoir, et on se doit, de l'accepter, de le comprendre, pour pouvoir justement le mettre en place de manière cohérente. Je suis d'accord avec ça. La vente, c'est de la psychologie. Et après, il y a des surcouches, dépendant des milieux, dépendant des domaines. Mais le fond, le rock, c'est de la psychologie humaine. Et après, on construit autour de ça. Bien sûr, je pense que c'est la pierre angulaire qui va nous permettre de pouvoir modifier, sans modifier les pensées, parce que je pense que c'est pas comme ça qu'il faudrait le dire, mais plus amener une personne à prendre une décision. À conscientiser un problème aussi. Je pense que c'est notre rôle en tant que commercial d'accompagner à conscientiser un problème. Bien sûr. Parce que parfois, et on le disait, c'est un peu l'erreur qu'on fait dans le B2B, il y a pas on met de la distance, il n'y a pas d'émotion. Mais parfois, du coup, en fait, c'est juste deux égos face à deux égos qui finalement vont faire une discussion complètement stérile où il n'y aura pas de prise de décision et rien qui se passe parce qu'il n'y a eu aucune émotion,
aucune conscientisation de problème ou rien du tout en fait, et chacun est resté dans sa zone sans réussir à se Bien sûr. rencontrer quelque part. quoi. Je pense que la clé dans ce que tu dis, parce que c'est très juste, c'est vraiment de réussir avec ton client à définir c'est quoi sa situation actuelle, à l'amener à ce que lui te la verbalise et que toi tu aies une vision à 360 sur son quotidien. Et après, à définir avec lui sa situation idéale. Et en fait, plus tu vas réussir à créer un gap qui va être énorme entre sa situation actuelle et sa situation désirée, plus en fait tu vas faire naître un désir de changement qui va être important. Et donc ça, c'est hyper puissant. Là, tu as utilisé le terme gap, je sais pas si tu le tires de ton vocabulaire à toi ou s'il vient du livre Gap Selling, je sais pas si tu l'as lu, de Keenan. Je l'ai pas lu, j'ai entrevu un petit peu le livre, mais oui, je vois très bien de quoi il veut parler. C'est excellent. Il vend, comme ce dont parlait Camille, il vend à la douleur Mhm. et il vend au gap. Un gap, c'est un terme anglais pour écart. Bon, les profs d'anglais me reprendront, mais je crois que c'est ça. Et il peut y avoir beaucoup de profs d'anglais qui regardent ça, mais on sait jamais. Et en fait, il explique très très brillamment que finalement le vendeur c'est pratiquement comme un docteur. C'est-à-dire que quand le patient il vient, s'il dit j'ai mal au genou, et ben du coup on va commencer à regarder le genou, on va essayer de taper un peu, on va dire ok parce que là ça fait mal, non là ah ouais là ça fait mal, ok super. On va étudier le problème, on va passer du temps sur le problème, on va pas commencer à lui poser des questions sur son coude gauche ou son oreille parce qu'on s'en fout, il a mal au genou. On reste autour de ce problème, on y passe le temps. Et une fois qu'on est sûr de ce que c'est, on dit, bah, regarde, tiens la solution. 99,9% des cas, pour ne pas dire 100%, le docteur va prescrire quelque chose et le patient va aller acheter. Il ne va pas dire, ah bah non, c'est pas ça. Mais en fait, finalement, le message à retenir, c'est qu'il a passé le gros de son temps sur la douleur. Et finalement, le reste importe peu, en fait. Et je pense qu'en vente, c'est un peu la même chose où on veut connaître les équipes, qu'est-ce qui se passe. Finalement, c'est pas vraiment important tout le contexte. Il y a un point sur lequel il faut insister, c'est pourquoi le client il prend son temps aujourd'hui pour être avec toi, le prospect, futur client, et comprendre ce pourquoi, voir si tu peux résoudre le problème ressenti, identifier, le comprendre, le résoudre, et sinon, arrêter l'appel. C'est très juste ce que tu dis. Moi, j'y rajouterais même un point supplémentaire. C'est que quand on arrive à cerner cette douleur, cette frustration, on y met le mot qu'on veut derrière. Mais je pense que si vraiment on veut amener à un passage à l'action, c'est hyper important de pouvoir quantifier ou faire prendre conscience au prospect du coût de l'inaction. Et pour ça, moi, je pense qu'il faut vraiment, en plus d'avoir la douleur, l'amener à verbaliser ce que ça lui coûte, en fait. Quel impact ça a sur son quotidien, en fait, cette frustration, cette problématique. Et là, tu vois, on parle de ce gap, il se creuse encore plus. Tout à fait. Parce qu'il se rend compte que, là, et ça rejoint ce que tu dis, dans le fond, il y a une prise de conscience que la situation dans laquelle il est, elle est inconfortable et qu'il ne la veut plus. Et là, c'est plus toi qui cherches, via tes arguments, via ton produit, à amener à convaincre le client qu'il faut qu'il te choisisse, c'est lui qui est en fait en train de s'auto-convaincre du fait qu'il ne doit plus rester dans cette situation-là. Et moi, j'ai toujours tendance à dire que en vente, la pression externe, elle est toujours moins forte que la pression interne. Et plus tu vas amener ton client à lui-même s'exercer une pression interne, plus tu vas l'amener à vouloir changer. Mais elle est beaucoup plus difficile à mettre en place, évidemment. Ah non, si c'était facile... La pression externe, c'est moins efficace, je suis d'accord, mais on a des leviers sur la pression externe qui sont assez lisibles. Ça peut être une pression, on en parlait déjà plus tôt dans la journée, budgétaire, financière, temporelle. La pression interne, l'urgence interne, en effet, je suis d'accord avec toi, elle se crée notamment par le coût de l'inaction. Je trouve ça extrêmement puissant et ça va ensemble pour moi, c'est le coût de l'inaction. Comme tu creuses le gap. En fait, c'est pas soit je fais rien et tout va bien, soit je prends ça, c'est un bonus. C'est non. Soit je fais rien et ça continue à se dégrader. Ou soit je prends une décision et là, la situation peut potentiellement s'améliorer. Au moins, je lui donne une chance. T'as ça et t'as la pertinence de tes questions qui vont aussi amener à vraiment cerner ça. La force de la question par rapport à l'argument, c'est que la question, c'est une des rares armes que t'as. Le cerveau n'est pas capable de ne pas réfléchir à une question. Tu vas lui poser, il va essayer de se l'imaginer et d'y répondre. Et plus tu vas tourner tes arguments sous forme de questions et amener le client justement à visualiser son problème, le visualiser dans le futur, se projeter, essayer de comprendre aussi sa situation actuelle avec ce problème-là, plus lui, en fait, il va ressentir que c'est là où c'est puissant d'un point de vue neurosciences, c'est qu'il va pouvoir conscientiser et ressentir son problème. Et là, en fait, c'est là où l'émotion va jouer. Il va avoir envie de trouver, il va avoir cette énergie pour pouvoir bouger qui va apparaître. J'entends.
Pas tout le temps, mais dans la majorité des cas. Mais du coup, ça nous amène à toi, Jules, qui t'est pas présenté. C'est vrai que Explique-nous un petit peu je me suis pas qui présenté. tu es. Il y a des choses que tu as dites qui font écho. Alors c'est marrant, parce qu'on se connaît un peu, mais c'est vrai qu'il y a des choses que je savais pas encore sur toi. Moi, en fait, donc je suis ingénieur en aéronautique. C'est quelque chose qui, avec le recul, je me rends compte que c'était pas nécessairement mon choix. Quand on est jeune, on est beaucoup influencé par ses parents. Je pense qu'il y a rien de plus normal. Je dirais même il y a rien de plus sain. Mes parents sont géniaux, donc je suis content d'avoir été influencé par eux. Mais c'est vrai que j'ai décidé de faire ingénieur un peu pour mon père, on peut se le dire, sans regret. Mais en sortant de là, je me dis, ok, je vais pas faire ingénieur. Enfin, ingénieur, déjà, c'est un terme large, mais je me voyais pas être derrière un PC. Je me voyais pas être sur des travaux techniques. Déjà, en plus, j'étais pas le meilleur de ma classe, on va pas se le cacher. Donc, c'était assez compliqué. Finalement, on a un diplôme en poche. Un petit peu comme tu l'as dit, on se sent pas arrivé, mais on se sent quelqu'un. Nous, on nous a biberonné en école d'ingé, vous allez voir. Le diplôme, le diplôme, c'est quelque chose. T'es ingé, toutes les portes s'ouvrent pour toi, c'est la fête. Moi, j'avais cette croyance, en fait, de me dire, bah, en fait, le plus dur, c'est maintenant. Je vais faire ces 5 ans, je vais cravacher, et c'était dur, hein. J'ai dû pas mal m'employer. Et je vais arriver, après, ça va être la fête, je vais avoir des jobs dans tous les T'as tout sens. gagné, quoi. Ouais, c'est ça, j'ai tout gagné. Le jeu s'arrête là. Ouais. 23 ans, 22 je pense. 22 ans, t'es diplômé, le jeu s'arrête là, c'est fini, j'ai gagné la vie. Quelle fut ma surprise quand finalement j'ai commencé à regarder les emplois, et puis en fait, déjà, il n'y a rien qui me plaisait. Et je me suis dit, en fait, ça fait 5 ans que je suis là, mais finalement, c'est pas vraiment fait pour moi. Mais en fait, 22 ans, on est gamin. Donc c'est le super moment pour se poser ce genre de questions. On a l'impression qu'à 22 ans, on est arrivé, mais on est enfant. Hein. Et c'est là où je me suis dit, ok, là, c'est le moment d'aller un peu plus t'écouter toi. T'es grand maintenant de t'affirmer et d'aller chercher quelque chose qui te fait envie. Assez rapidement, je me suis retrouvé dans le métier d'ingénieur d'affaires, dans la même structure que Camille, c'est là où on s'est rencontrés. Et en fait, c'est un métier où je me suis vraiment retrouvé. Là, il y a vraiment 3 piliers importants qui sont la prospection, le recrutement et le management, à peu près dans cet ordre-là, recrutement, prospection, puis management, qui sont à mon sens des compétences clés aujourd'hui dans l'entrepreneuriat, que tu apprends terrain. C'est-à-dire que tu arrives, tu vas sourcer des CV, tu vas recruter les personnes que tu as sur 100 CV, tu vas téléphoner comme toi. Tu prends des listes. Nous, on devait construire des listes avec des numéros inconnus, des standards. Hein. C'était pas à l'époque des full and rich et tout. Hein. Il y avait aucun Excel et hop. tableau Excel à l'ancienne. Les standards, oui, bonjour, nanani. Paf. Fallait sympathiser avec la standardiste. D'abord, bref, je te raconte pas l'histoire, tu la connais. Et en fait, dur. Tu rentres chez toi le soir, t'es lessivé, 60 heures semaine, mais t'y restes. T'y restes parce que je saurais pas te dire pourquoi. Mais maso peut-être, je sais pas. L'adrénaline, je pense. L'adrénaline probablement. Et les choses mettent, à mon sens, à l'époque, du temps à arriver, mais finalement, en 6 mois, je fais mon premier business. Et après, tout s'accélère. En fait, on était sur l'ouverture de l'agence parisienne. Camille développait sa branche digitale et moi, j'étais plus sur la partie industrie. Moi, du coup, je recrute assez rapidement une 30aine de consultants dans différentes typologies de métiers. En effet, c'était quelque chose. Je recrute aussi 2 jeunes commerciaux, on appelle ça des juniors dans le milieu, géniaux que je commence à former. On se retrouve une petite quarantaine d'équipes, une année à plus de 3 millions de chiffre d'affaires et 600 000 de marge. Donc quand même des chiffres qui sont colossaux. Et en fait, assez rapidement, de moins en moins de saveur, de moins en moins de plaisir, de moins en moins de saveur. Les choses descendent et je me rends compte que je suis pas vraiment, je dirais pas à ma place, mais je suis pas en kiff, quoi. Et moi, en fait, je pensais que mon truc c'était l'argent, mais finalement pas tant que ça. Et là, c'est là où je retrouve un peu de Camille de ce que tu disais, c'est cette quête de sens qui est très Gen Z, même si toi t'es pas Gen Z, mais c'est très Gen Z quand même. La quête de sens, toi t'es millénial, je crois que t'es la dernière. Moi, je sais plus. Ouais, c'est ça. Moi, je suis première génération Gen Z, 1997. Quête de sens, le pourquoi, le why, comme ils disent les ricains. Les jeunes. Ouais, les jeunes, ouais. Et je me dis, mais merde, qu'est-ce que je vais faire? Et là, tout un tas de trucs qui tombent. On me propose d'être directeur d'agence, etc. Mais trop tard, puisqu'en fait, j'avais déjà... On me l'a pas proposé, en fait. J'ai déjà commencé à envoyer des signaux en mode ça va plus trop. Et là, on me le propose dans la réaction. Comme on dit, hein, le pire moment pour pour donner une augmentation, c'est quand quelqu'un a déjà déposé sa décision. Moi, c'était pareil. Hein, j'ai commencé à faire le holà. Et du coup, en fait, assez rapidement, je tombe malade. Rien de très grave, un petit truc mineur, mais ça me cloue un mois au lit. Et là, j'ai le temps de réfléchir. Pour la première fois depuis 4 ans. Et je me dis, mais faut que je me lance, quoi. Faut que je me lance. Peu importe quoi. Il y a cette mode. Alors, c'est vrai que j'ai un collègue, Éloi, qui a pas mal de clients dans les énergies. C'est un domaine qui m'intéresse beaucoup, quand même. Je me dis, il y a quelque chose, il se passe un truc. Moi, j'ai des clients dans l'industrie lourde, etc. C'était cool, hein, mais je sais pas. Et j'avais quelques clients moi-même dans les énergies. Je me suis dit, il se passe un truc. Ça me parle un peu, quoi. Peu importe, après, on s'écoute. Et je me dis, OK, faut que je lance un truc. Et je me suis dit, comment est-ce qu'on peut avoir de l'impact? Comment est-ce qu'on peut avoir de l'impact, du vrai impact, là, maintenant? Je peux monter une boîte, je peux aller installer des panneaux, des trucs, mais est-ce que je peux pas créer une onde de choc encore plus puissante? Et en fait, c'est vrai qu'il y a déjà énormément de boîtes qui sont en place sur le marché,
Quand je dis énormément, on parle vraiment, et je crois qu'il y a plus de 5000 boîtes en Amérique du Nord, parce qu'on travaille aussi en Amérique du Nord, Ok. on y viendra après. En France, il y a pareil, je crois qu'il y a plus de 3000 boîtes rien que dans le photovoltaïque. On est sur plus de 19 000 boîtes dans les énergies renouvelables, tout confondu. Si je fais 19 001, ça va pas changer la face du monde. Oui. Par contre, si on vient accompagner les meilleurs de ces boîtes, à elles se développer, aller chercher ce extra, bah là, peut-être qu'il peut se passer un truc sympa. C'est là où je monte Wattleaf, du coup, il y a 3 ans, Canada, États-Unis, où on démarre avec ses clients. Alors, il est très simple le métier, hein. On vient équiper les clients d'un système d'acquisition qui leur permettent, eux, de se développer. C'est aussi simple que ça. Ils sont propriétaires du truc. Nous, on sait exactement comment le piloter, puisqu'on le met en place pour différents clients. Et selon leur retour, bah, on ajuste et ça va leur générer plus de rendez-vous, plus de visibilité, plus de ventes, ainsi de suite. Mais encore plus que ça, parce que grâce à cette visibilité, ça peut générer des personnes qui sont déjà dans le pipe, qui disent « Ah, je les ai vus, qui convertissent ». Bref, ça aide vraiment à pousser finalement plus de personnes à adopter les énergies renouvelables, ce qui est le but de base. Voilà finalement moi la façon dont je ressens les choses avec Wattlift et bah voilà l'objectif il est vraiment d'aider un maximum de structures qui sont prêtes à se développer, à se remettre en question et à aller chercher le next step quoi. Moi, j'en apprends aussi, parce que je savais des choses sur toi, mais là, j'en apprends encore plus. Et c'est beau de voir, en fait, ce que vous avez réussi à construire dans un secteur d'activité qui a, je pense, encore de très, très belles années devant lui, qui est en mutation, donc il y a plein de choses qui se passent, C'est et clair. qui, justement, moi, je pense, est en retard sur ce passage au digital, en fait. En phase. Vous aviez été dans l'IT, je pense que là, dans les boîtes dans lesquelles vous étiez, c'était même pas un sujet de savoir est-ce qu'il faut être dans le digital. Je vois d'autres secteurs d'activité que parfois j'accompagne, il n'y a pas de sujet là-dessus. Et en fait, dans le photovoltaïque, on a vraiment un grand débat de faire des modèles d'acquisition, obtenir des leads, qui est devenu un mot, Gros mot. voilà, qu'il faut une insulte, exactement. Comme vendre. Ouais, exactement. Mais je pense que lead, c'est devenu pire. C'est pire, c'est le... Il y a vendre et il y a leads Voilà. là, sur le... Et oui, en fait, c'est dingue qu'on en soit là. En fait, je vais pas dire qu'on est à l'âge de pierre du photovoltaïque Pas loin. dans cet état d'esprit, mais c'est dommage qu'on soit pas capable de... Alors, il y a des boîtes qui l'utilisent très bien Très très bien. et qui en ont conscience, et d'ailleurs, ça les aide énormément. Qui se régalent, hein, mais ils veulent pas le dire aux autres. Hein. Mais il y en a d'autres. C'est fou de voir le rapport qu'ils ont au digital. Tu saurais l'expliquer? Moi, je peux expliquer une partie de ce que je vois. Je pense que vous aussi, vous êtes encore plus au contact des personnes à ce niveau-là. Moi, j'ai la sensation que beaucoup sont très, comme on l'a dit, dans la technique et ont ce rapport à la vente qui est de je veux faire du travail qualitatif, le meilleur possible pour mes clients. Et la meilleure manière de le faire, c'est en travaillant à l'ancienne, en bouche à oreille, auprès de mon voisinage. Alors, tout le monde n'arrive pas comme ça. Mais ce qui est dommage, c'est qu'il se ferme la porte à une masse de clients qui est énorme. Aujourd'hui, pouvoir faire des campagnes d'acquisition, c'est l'équivalent de pouvoir avoir un restaurant bien placé dans une belle avenue ou pouvoir avoir une boutique à un bon endroit. En fait, on apporte du passage, de la visibilité comme jamais. Et j'ai envie de dire même encore plus que quand tu es dans une grande avenue, dans le sens où là, on peut toucher n'importe quelle personne qui ne serait-ce mais qu'un minimum d'intérêt sur le produit que tu commercialises. À mes yeux, une stratégie de prospection qui est efficace, c'est une stratégie de prospection multicanal pour pas fragiliser un business, etc. Et les modèles d'acquisition digitaux ont leur place dedans. Se fermer la porte à ça, c'est dommage. L'une des choses que moi j'ai remarqué et qui peut-être explique que certains sont réticents, c'est qu'il y a eu des vagues de personnes qui peut-être ont, j'ai pas envie de dire qui ont fait de la merde ou qui ont sali l'image du... Malhonnête. Ben, je pense qu'à des moments, ils ont fonctionné, mais c'est un métier, et vous le savez peut-être mieux que moi, où il faut se renouveler, où il faut être... Ah oui. Ce qui a fonctionné l'année dernière, c'est pas ce qui fonctionne cette année. Donc... je pense qu'ils ont eu du mal avec ça. Et puis, oui, certains ont été malhonnêtes. Ils ont vendu les mêmes fichiers à beaucoup d'entreprises. Et d'un autre côté aussi, tu as beaucoup d'entreprises qui sont pas compétentes dans la gestion de ces leads et de cette matière-là. Ça, c'est plus ton domaine, ça. Bah, moi, c'est ce que je remarque. C'est que très fréquemment, je suis amené à retravailler sur des fichiers de leads. Moi, je leur demande les fichiers leads morts. Ceux qui n'ont pas réussi à convertir, qui considèrent sans projet, etc. Et jamais, quand je rappelle dessus, je n'ai pas de rendez-vous. Par exemple, un fichier mort, il y a 100 leads, il te dit les 100 sont morts, les mecs répondent pas. Tu pourrais dire en moyenne, tu arrives à sortir combien de rendez-vous et combien de ventes derrière? À la louche. Je vais te sortir un chiffre, le dernier que j'ai en tête, c'est qu'il y avait un fichier avec 40 leads morts. Et sur les 40 leads, il y a eu 12 rendez-vous qui sont sortis. Mais c'était bien mort, les leads. Ouais. C'était terminé, quoi. Mais
Moi, dans certaines boîtes, on a travaillé sur des fichiers leads qui dataient de 2 ans, 3 ans. En fait, un Mmh. client, il montre un signal d'intérêt ou un signe, il montre un signe d'intérêt via les campagnes. Ça ne veut pas dire qu'il veut acheter le lendemain et il a Mmh. peut-être besoin d'être accompagné ou c'est peut-être pas le bon moment pour lui. Bon, il y a plein de choses qui font qu'il faut être capable de l'accompagner. Et c'est pas parce qu'hier il a dit que non, que demain il voudra pas. Et c'est pas parce qu'avec moi il a pas voulu qu'avec toi il voudra pas. Je remarque ça et du coup ça amène beaucoup d'installateurs à se fermer la porte au lead à tort, à tort. Donc il y a un peu un manque de compétences, un mysticisme autour du leads. Après, je sais pas vous ce que vous constatez. Ouais, je serais curieux d'avoir ton avis, Camille, toi qui quand même qui vois des installateurs, pour la plupart, pratiquement tout le monde, soit des responsables commerciaux, soit c'est leur boutique tous les jours Mmh. en rendez-vous. C'est vrai qu'on échange quand même pas mal là-dessus. Je t'entends souvent dire waouh, j'ai vu quelqu'un aujourd'hui, j'ai passé 1h30 à lui expliquer ce qu'on faisait. En fait, t'as même pas forcément envie qu'on travaille ensemble, ils sont même pas prêts, c'est juste déjà Mmh. leur expliquer les bases. Mmh. Comment est-ce que tu arrives à expliquer pourquoi ils sont si loin, si déconnectés de cette chose-là, là où tout un tas d'entreprises de la même taille, hein, qui font le même chiffre d'affaires dans d'autres secteurs, ont déjà franchi le pas et génèrent des centaines de milliers d'euros grâce à ça. Je pense qu'il y a plusieurs sujets. Je pense que le marché du photovoltaïque est effectivement en mutation si on prend photovoltaïque, mais c'est pareil dans les énergies renouvelables. Je pense que déjà, il y a des boîtes qui ont démarré le photovoltaïque, en 2008, en 2009, qui ont surfé sur une vague complètement différente de ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Il y a eu des hauts, des bas et en fait, c'était un peu la norme, les hauts, les bas, parce qu'il y avait toujours une aide par-ci, par-là et finalement, ils arrivaient à vivre comme ça. Le matériel était aussi plus cher et cetera donc finalement, je pense qu'ils arrivaient à s'en sortir différemment. Aujourd'hui, pour eux, c'est un peu, une obligation d'avoir, un volume entrant plus important s'ils veulent s'en sortir et il y a un scepticisme parce que du coup, on leur a jamais appris à vendre. Potentiellement, on leur a tous dit que la vente, c'était pour les éco-délinquants, c'est-à-dire, ceux qui vont faire, voilà, tous les termes, on les a, le one shot, tous ces trucs-là Boîte de ou shoot. boîte de shoot, enfin et je pense que du coup, ils veulent vraiment se séparer de cette, de cette manière de faire et du coup, ils veulent être à l'extrême opposé de cette manière de faire et capitalisent uniquement sur leur technicité. Évidemment, la technicité d'une installation, c'est important, mais moi, je sais pas, demain, je suis particulier, on vient m'installer du photovoltaïque. Honnêtement, la technicité, c'est pas vraiment ce sur quoi je vais me baser et la technicité, elle correspond à des gens qui, sont déjà éduqués sur le sujet. Et je trouve que là, moi, souvent, ce à quoi je suis confrontée, c'est soit un scepticisme, parce qu'effectivement, il y a déjà eu des tentatives, mais au fond, ils ont jamais vraiment eu envie que ça marche, parce que les tentatives sont soit sur du très court terme, on s'attend à ce que ça soit du préassigné, Mhm. alors qu'en fait, le préassigné, ça existe, uniquement en bouche à oreille et Et encore, encore. parfois, il y a un travail aussi à faire. Mais là, en fait, quand on va chercher du contact, comme on discutait tout à l'heure, il peut être à différents niveaux de connaissances, de réflexion et peut-être qu'en fait, si on va pas chercher, il est peut-être en train d'acheter une voiture ce mois-ci et du coup, il a pas forcément les Bien fonds sûr. pour investir, mais dans 3 mois, ça sera sa priorité et si ce mec-là, on l'a perdu, il va juste signer avec un autre qui lui va, se précipiter sur du préassigné et en fait, j'ai l'impression que, beaucoup de dirigeants que je rencontre, ils veulent plus de volume, plus de contacts, plus de trucs, mais un peu finalement quand on regarde le dashboard, il y a déjà des centaines de contacts, il y a des centaines de devis qui sont envoyés à droite à gauche et il y a rien qui est fait en traitement. Mhm. Donc oui, la matière première, le contact est extrêmement important et nous, du coup, là, c'est vraiment notre focus de travailler comme tu disais, en fait, dans ce milieu-là, tu es obligé de te renouveler tout le temps. Nous, on fait beaucoup de publicité vidéo, en fait, on va tester, des milliers de concepts et des centaines de trucs pour qu'il y en ait 1 ou 2 ou 3 ou 4 seulement qui vont prendre. Ouais, ouais. Mais c'est le jeu. Donc nous, notre rôle, c'est vraiment d'apporter ça, mais je pense qu'il y a un double rôle et finalement, le marketing et la vente, c'est pas dissocié, quoi. Ça marche vraiment Ah oui. ensemble et donc moi, je dirais, oui, scepticisme, pas la compétence pour traiter correctement et en fait, j'ai la sensation que pour beaucoup, à la fois l'acquisition est une priorité parce que c'est un danger pour la boîte s'ils signent pas plus de chantiers, mais en même temps, ils mettent pas les efforts pour la priorité et finalement, si le mec, au bout de 2-3 fois, il répond pas, on s'arrête là ou s'il y a un contact qui tombe en dehors de la région, tout de suite, c'est la catastrophe. Alors qu'en fait, c'est juste un écosystème qu'on construit et après, il y a différentes, branches sur lesquelles on va s'attacher et c'est un travail, c'est un travail de continuel, quoi. Bien sûr. Comme tu dis, en fait, quelqu'un qui est peut-être dans le doute,
il a juste besoin d'être rassuré parce que c'est peut-être la 10e boîte qui l'appelle et on lui a dit oui, rose, vert, bleu. Enfin, en fait, on sait pas. Et du coup, si on s'attache pas à passer du temps, à essayer de comprendre les mécanismes de décision, on passe à côté de plein de ventes. Bien sûr. Tu dis pour moi un truc très juste quand tu dis qu'ils s'attendent à du tout cuit. Je pense qu'il y a de ça aussi. Mm. Et ça les amène à être déçus. Ils pensent qu'ils vont avoir un client qui est signable. Mm. Et tu as très bien expliqué que pour moi, il y a vraiment une différence entre le client qui vient parce que tu as installé son voisin et donc qui a un niveau conscience il est hyper avancé dans sa démarche d'achat et le client qui vient sur un lead. Donc, c'est deux démarches totalement différentes qu'il faut avoir. Et si tu utilises la même démarche, forcément, tu te casses les dents. Pour toi, donc ces personnes qui ont des structures dans les ENR ne passent pas le cap parce que c'est mal connoté. C'est ça en fait que j'ai compris. Parce que ça les rapproche des éco-délinquants et que la pub c'est mal vu, que c'est pas bien, ça va dégrader notre image. C'est ça ou... Je pense qu'il y a ça. Ça, c'est un premier phénomène, une connotation un peu négative. La deuxième, je pense que c'est vraiment la peur. Et je me suis rendu compte aussi sur certains appels que c'est pas forcément la peur de pas avoir des contacts ou des rendez-vous, c'est la peur de pas réussir à transformer ces contacts et ces rendez-vous. Ok. Et finalement, ça renvoie potentiellement à est-ce que j'ai le bagage pour vendre directement et accompagner. Je le vois souvent, en fait, le mécanisme de décision, c'est souvent le même. C'est vrai que moi, je rencontre beaucoup de dirigeants qui, parfois, n'ont pas du tout la notion de l'acquisition digitale. Et donc là, effectivement, c'est plutôt un travail d'accompagnement et de voir si c'est un modèle qui correspond ou pas. Ça dépend où ils en sont, aussi dans la maturité de leur boîte, leur projection. C'est sûr que si on est déjà content de sa situation, voilà, potentiellement, c'est pas la bonne solution. Mais ça s'arbitre. Mais ce que je vois aussi, c'est finalement, ils sont allés trop loin dans le cercle vicieux. En fait, il me faut plus d'installations parce que j'ai plus de trésor, mais en même temps, du coup, je vais attendre les prochaines installations pour investir dans un outil. Et du coup, en fait, ce cercle-là amène à de la croissance, la décroissance, la croissance, Bien la sûr. décroissance. Ça les épuise parce que c'est épuisant, en fait, les montagnes russes. Et finalement, on se retrouve dans une peur de la prise de décision et finalement plus de l'immobilisation en se disant, en fait, je suis vraiment défensive, je sais plus quoi faire. Et alors que la réflexion, ça serait plutôt de se dire, là, ça se passe bien, je suis dans une dynamique positive, j'investis maintenant parce que je pense à demain et je pense à la croissance que je vais faire l'année d'après et j'arrête de me caler uniquement sur les faits et gestes du marché et du gouvernement, quoi. Carrément. Mais moi, ce que tu dis, ça me ramène même à autre chose. C'est ce qui est très paradoxal, c'est qu'ils vont être réticents à investir dans des leads, mais par contre, des flyers, des cartes, des vidéos, des fois sur des sites comme BFM Business. Des fois, il y a des sites internet qui sont bien faits, mais trop bien faits, et qui en fait sont pas des choses qui convertissent. Ils vont investir dedans, mais par contre, le lead, ils vont être un peu plus réticents. Et je sais pas si, dans le fond, vous avez une explication à ça. Pour les flyers et les cartes, je pense que c'est vraiment parce que c'est quelque chose de connu et que du coup on va vers le en fait j'ai mis des flyers et puis en fait quelque part on se cache sur le fait qu'on a on a envoyé 1500 flyers, donc on a l'impression que en fait tout le monde nous connaît mais ça nous a rien rapporté. Mais c'est pas grave parce que les flyers, on sait pas, peut-être demain ça peut rapporter quelque chose et peut-être après-demain la carte, il y a quelqu'un qui va m'appeler. En fait, je pense qu'il y a quand même une conscience que ces choses-là ne marchent plus ou pas suffisamment ou en tout cas on peut pas faire 100% de son acquisition là-dessus. Peut-être que ça peut être un canal, comme on disait, le multicanal, c'est quand même aujourd'hui ce qu'on fait le plus. Ça peut rapporter une installation, mais on mesure pas. Et j'ai l'impression que parfois la mesure, ça fait peur aussi de se dire, en fait, je vais recevoir tant de contacts, tant de rendez-vous. Du coup, j'ai intérêt en fait à transformer et j'ai plus d'excuses si je transforme pas. Et quelque part, je pense que, ouais, moi je dirais qu'il y a là-dessus sur le flyer et la carte, ça rassure. Et puis, si ça marche pas, c'est pas grave, je l'ai fait. J'ai fait une action en fait quand même. Et après les sites internet, ça j'ai un peu plus de mal à l'expliquer parce que le site internet c'était hyper populaire il y a quelques années. Aujourd'hui on le sait tous que c'est rarement un levier de business. Ouais, carrément. C'est un levier de business par effet rebond. Si effectivement on a un écosystème digital qui est performant, ça peut ramener de l'attraction, mais ça peut pas générer tout seul comme ça isolé du business en fait. Ouais, carrément. On va pas taper le nom de la boîte pour aller chercher. Ou alors ça va arriver, mais on peut pas mesurer. Et je sais pas, des fois je me demande si la sensation de mesure du fait du nombre de contacts que tu vas recevoir, du nombre de rendez-vous que tu vas générer et que tu n'arrives pas à les transformer en vente, finalement ça génère aussi une frustration.
C'est une piste hein, de réflexion, mais ouais, et puis je pense que le contact issu de la publicité, bon, on se dit que ça va pas être du contact qualifié. Je pense que c'est ça surtout. Ils disent ah oui, la publicité, mais du coup, et souvent, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont aussi fait de la mauvaise publicité. Ils n'ont pas compris le mécanisme de la publicité, en fait. Ouais, ouais. Ils ont plutôt joué sur montrer ses installations. En fait, l'important dans le marketing, hein, c'est simplement de répondre, un peu comme dans la vente. Tu réponds à un problème, il faut que la personne elle puisse se projeter sur qu'est-ce qu'elle va avoir grâce à ton produit, grâce à qu'est-ce que ça va lui apporter le photovoltaïque. Parce que là, juste si elle voit juste une installation avec une image, un drone, elle va juste dire ok, je vais dépenser 15 000 balles pour un système et quoi en fait. Ouais. Et c'est ça aussi qu'il faut amener. Tu dis un truc intéressant, c'est j'ai peur que ça emmène des mauvais contacts. Ça rebondit sur ce que tu dis, lié à ce dont tu parles, mais c'est quoi un mauvais contact? Finalement, pareil, il projette une peur, mais un mauvais contact, déjà, je sais pas si ça existe, le mauvais contact. Moi, j'étais en ligne il y a pas longtemps, là, c'était en fin de semaine, avec un client qui a un process, donc il téléphone au lead dans les premières minutes, ils sont assez sérieux, je vais pas les nommer, mais c'est vraiment des clients qui sont très très sérieux avec le système. Téléphone au lead dans les premières minutes. Ils appellent le lead dit ah ouais, c'est pas moi qui ai complété ce formulaire. C'est pas du tout, je comprends pas comment vous avez mon contact, c'est pas moi qui ai complété. Et il a rebondi en disant oh, c'est pas vous qui bénéficiez de l'offre, il y a une offre qu'on met en avant, etc. Il dit c'est quoi l'offre? Il répète l'offre. Ah, mais c'est pourquoi ça? Je passe les détails, quand la conversation dure un quart d'heure. Rendez-vous la semaine suivante, et ils l'ont installé là en fin de semaine dernière. Et la conversation a démarré par c'est pas moi qui ai complété ce formulaire. Pour avoir phoné énormément de leads, le nombre de personnes qui commencent comme ça et qui terminent à prendre des rendez-vous, c'est fou. Mais si tu abandonnes déjà ne serait-ce qu'à cette première étape... Si tu veux te donner raison, tu peux te donner raison. Hein. Et c'est que des contacts pourris, c'est que des contacts de merde. Tu t'es fait, ah ben t'as vu, je t'avais dit que c'est des contacts de merde. T'as raison. Et maintenant, on fait quoi? Tout le monde ne mesure pas la chance ou le luxe que ça peut être d'avoir du leads, en fait. Putain. Enfin, moi, j'ai connu le porte-à-porte, j'ai connu d'autres choses qui étaient beaucoup plus Ça va hard. être affreux. J'ai jamais fait, ça va être affreux le porte-à-porte. Quand tu as des équipes qui font de la prospection physique et du jour au lendemain tu leur dis tiens je vais te donner des leads, ils sont les plus heureux du monde hein. Tu m'étonnes. Ils sont les plus heureux du monde. Mais quand tu n'as pas connu ça et que tu passes directement sur t'as du leads, on rentre dans ce que tu disais, c'est que on a de la quantité qu'on a payée, on en veut plus sans chercher à vraiment travailler ce qu'on a déjà en place. Le nombre d'équipes commerciales qui relancent réellement, parce qu'il y en a qui vont... Enfin, moi, quand je fais des audits sur certaines équipes commerciales, on me dit oui, mais on relance, on fait plusieurs appels, etc. Mais en fait, quand tu creuses sur comment il fait la relance, tu te rends compte que c'est catastrophique. Donc déjà, sans même aller jusqu'à la vente, le premier appel de qualification du lead, il est pas très bien fait. Et je te dis un appel de qualification, mais il y a beaucoup de boîtes qui n'ont même pas de grille de qualification qui la ramènent à dire, bon bah voilà, ça c'est les points indiscutables qu'il nous faut pour qu'on puisse se déplacer en rendez-vous chez un client. Ça commence par du freestyle et ça se termine mal. C'est un petit peu comme au tir à l'arc, tu vois, si tu décales juste de ça pour viser, au final, t'es complètement à côté de la cible. Et c'est la même chose là en vente. De ça, de quelques millimètres, quoi. Exactement. Ouais. La différence majeure entre un client que tu accompagnes qui performe. Tu vois, c'est la belle vie, quoi. Le chiffre d'affaires, ça rentre, les marges, elles sont gérées, les commerciaux, c'est au carré. Ils se posent pas de questions, pas d'excuses, du contexte, du machin, ça tape. Et l'autre qui est en difficulté, ce que tu saurais, de manière assez condensée, mettre le doigt sur les différences majeures? Ça va être très bateau ce que je vais te dire, mais pourtant c'est une réalité, c'est qu'il y en a un qui va oser beaucoup plus que l'autre. Okay. Vraiment, tu l'as dit un peu dans ta question, qui n'a pas froid aux yeux. On en discute souvent, ne serait-ce que pour obtenir un accord avec un client. Tu vois une différence folle entre ceux qui juste envoient des devis et prix et Inch'Allah ça tombe, et ceux qui vraiment vont faire un réel suivi, et bien faire ce suivi, et puis essayer d'obtenir des accords et des next steps s'il n'y a pas un accord final. Donc il n'y a pas de choses qui sont très claires pour beaucoup, et ils se rendent pas compte en fait que ça les handicape. Il y en a même qui se vantent de ça parce qu'ils pensent qu'ils sont plus éthiques à laisser le client revenir quand il veut. Sauf qu'en réalité, en faisant ça, ils vendent pour leurs concurrents. J'aime bien cette phrase. Si tu signes pas, tu vends pour ton concurrent. Moi, j'aime bien ça. Je sais plus quand est-ce que je l'ai entendu la première fois, ça m'a fait mal. En fait, t'éduques, tu fais tout le boulot, dire regarde, ça se passe comme ça, c'est énorme. Le concurrent, il passe derrière, il vend. Tu as fait tout le travail, sauf que lui, il a la capacité à closer les clients et toi, t'as pas osé. Est-ce que tu irais jusqu'à dire que finalement, aujourd'hui, tu prends tes clients qui sont un peu plus en difficulté et tu changes simplement, alors pas forcément le bagou avec technique, donc on va parler d'un process R1, R2, avec R2, présentation physique du devis et prise de décision, oui, non, juste de savoir
Alors attention, hein, c'est facile à dire, je suis bien conscient que c'est beaucoup plus difficile à mettre en place, mais juste de mettre ça en place, tu renverses un business? Bah, avoir une structure ou une méthode de vente qui soit carrée, bien sûr que tu transformes ton business. C'est venir, je veux pas détruire cette vision, mais venir avec la casquette technicien parce que tu veux rassurer ton client et lui montrer que tu es le meilleur, passer des heures sur le toit et à lui expliquer tout un charabia. Enfin, moi, quand je veux acheter une voiture, j'attends pas que l'ingénieur il sorte et il me démonte le moteur et il m'explique comment il l'a monté. Et tu peux décliner ça à toutes les industries. Et Bien ceux qui sûr. sont très forts là-dedans, c'est les parfumeurs. Incroyable. Tu regardes les publicités dans le parfum, aujourd'hui, tu commences à en avoir un peu qui parlent d'odeur, mais parce que tu as de la parfumerie de niche qui commence à devenir un peu hype. Sinon, les grandes marques, c'est des mini-films, en fait, Mais qu'ils c'est font. ça. Le mec, il est torse-poil C'est sur un l'histoire. surf. Exactement. Tu dis, attends, il est beau gosse, lui. Putain, je vais acheter le parfum. Exactement. Il sent pas c'est bon, mais c'est pareil. pas grave, t'as déjà décidé avant de le sentir. Ou t'as Johnny Depp qui est en mode badass Ah, dans, Johnny. dans le désert en train de creuser. Tu te dis, mais moi aussi, je suis un loup Putain, solitaire, il me ouais. faut ça. Moi aussi, je suis comme Donc, Johnny. en fait, c'est cette étape qu'ils ont besoin de comprendre que t'as... En psychologie, maintenant, on le sait que plus en fait tu donnes de l'information rationnelle à ton client, plus tu fatigues son cortex préfrontal et moins tu l'amènes à pouvoir prendre une décision. En gros, plus tu lui donnes de l'information, plus il va te dire je veux réfléchir. Ouais. Confusion entraîne jamais décision. L'idée, c'est de réussir à être orienté bénéfice pour le client, lui expliquer ce qu'il va pouvoir y gagner, fonctionner à travers des images qui vont être simples, Ouais. des choses qu'il va pouvoir concevoir très facilement. Du style. Des métaphores. Ok. Tout un tas de métaphores, c'est top. Chercher à vouloir justifier que tes panneaux ils vont durer dans le temps, alors que tu peux faire une métaphore en expliquant que sur les satellites, il y a des panneaux solaires. Bah, la métaphore des satellites, elle est beaucoup plus puissante que de définir et d'expliquer pourquoi, en fait, ta cellule, elle va pouvoir durer 25 ans ou 30 ans et que, voilà. Comment t'expliques que certains clients, nos clients hein, qui sont les installateurs dans les énergies renouvelables toujours, aient une forme de fierté de dire moi j'ai envoyé un devis et maintenant c'est lui qui choisit. Et d'ailleurs je suis tellement confiant en moi parce que je sais qu'on est les meilleurs que de toute façon il va me choisir moi. Bah, c'est une forme de biais cognitif en fait à ce moment-là. On pense que parce que ça s'est bien passé, parce que le client nous a pas mis de barrières ou d'obstacles, qu'en fait il nous en mettra jamais. Sauf que c'est piège. Nous, le but justement en tant que vendeur, c'est d'aller tester, d'aller chercher les raisons qui pourraient l'amener à pas signer. T'as Chris Voss, un grand négociateur du FBI, qui lui explique que les questions où tu vas chercher un non, elles sont beaucoup plus puissantes que celle où tu vas chercher un oui. C'est pas ne couper jamais la poire en deux, là, son oui, c'est ça, ouais. C'est ça. Et c'est très fort. Hein. Je pense que, oui, si tout a glissé, tu as de fortes chances qu'à la fin, il y a un loup et que tu l'aies pas vu venir. À moins que tu vendes à ta sœur et à ta tante. Mais, oui, mais bon, t'en as pas 50 000 des sœurs et des tantes, non. Voilà, sur des projets à 12, 13, 15 000 euros. Il peut y avoir des cas rares, mais en tout cas, si ton business model il est basé sur des méthodes de vente comme celle-ci, il ne faut pas s'étonner qu'il y ait des résultats qui soient faibles. Parce que je pense que c'est un problème pour vous. Est-ce qu'ils sont vraiment transparents sur les chiffres qu'ils font ? C'est tellement intéressant. Peut-être Kémy, tu veux toucher 2 mots sur le mensonge. On en parle encore il n'y a pas très longtemps. Ouais, en fait, au début, il y a la phase un peu lune de miel où finalement, on va prendre au mot tous les chiffres, etc., qu'on nous donne. Et finalement, plus on avance, plus on comprend que les chiffres qu'on nous renseigne la plupart du temps ne sont pas les bons. Et on le recoupe au fur et à mesure, parce qu'on a... Parfois, la question que je préfère, parfois, les réponses que je préfère, c'est le taux de closing. Les taux de closing, tout de suite, c'est 80, chez nous, c'est 70-80%. Ok, mais comment vous faites? Donnez-moi donnez-moi vos clés, parce que moi, je signe tout de suite les taux de closing à 70 ou 80%. Et en fait, je pense qu'il y a il y a pas envie de donner ces chiffres. Il y a un sentiment d'ego, de fierté aussi, hein, je pense. Carrément. Après, je veux pas faire de caricature, mais on a tous ce mécanisme de défense en disant moi mes chiffres ils sont bons, mais je pense que le gros souci c'est que ça dessert complètement le travail que nous on peut faire et potentiellement que toi tu peux faire. Après toi tu vas t'es sur la partie terrain, donc tu t'en rends compte encore plus vite, mais nous en fait ça nous dessert complètement parce qu'on part du principe qu'on est dans une relation où la confiance c'est c'est un partenariat en fait. Si eux ils y arrivent pas avec nous, bah quelque part nous on n'y arrive pas non plus. Donc c'est vraiment l'idée, c'est que ça soit puissant des deux côtés. Et en fait ça leur dessert complètement parce qu'on pourrait vraiment accompagner plus et les aider à franchir des étapes et finalement
bah, ils vont arriver quelques temps après, un peu plus dans la confession, confession, en disant, bah, ouais, non, finalement, on n'est peut-être pas à la hauteur là-dessus. Et puis, en fait, on se rend compte que le processus de vente, bah, c'est juste un R1 et puis un devis envoyé Mhm. dans une boîte mail, Donc sans c'est pas un retour, sans processus de vente. relance. Donc, il n'y a pas de processus de vente. Mais là, à ces moments-là, je pense qu'ils prennent conscience ils font fausse route. Mais c'est un peu tard parce qu'en fait, on pourrait dès le départ désamorcer ça. Enfin, c'est pas grave en soi. Justement, on est là pour que Mais ça carrément. marche mieux. On est là pour que le business rentre en fait. Parce qu'il y a aussi l'équation, oui, vendre. Ouais, en fait, si t'as pas de clients, ton business il tourne pas. C'est juste la règle en fait. La règle numéro 1 d'une entreprise, Ouais, carrément. c'est d'avoir des clients quoi. Donc si t'en as pas, bah globalement en fait ça tourne plus. Donc le mensonge est très très présent, très présent. Honnêtement, je détecte de plus en plus quand on essaie de Ah, m'enrouler dans la farine. tu mytho, toi, là, non? Tu mytho. T'as pas 70%, non. Toi, t'as 20%, là. Bah, quand tu as accès au fichier leads, tu sais combien ils font de chiffre d'affaires, tu vois le nombre de ventes qu'ils font, les taux de closing qu'ils te donnent. À un moment donné, très vite, les chiffres, tu te rends compte qu'il y a des problèmes. Hein. Bien sûr. Qu'il y a de la dissonance un peu Ouais, entre carrément. une action, un chiffre, voilà. J'ai pas rencontré beaucoup de sociétés, moi, qui traçaient à la lettre, honnêtement, là, Non. tout court. D'ailleurs, ça, c'est aussi un truc hyper étonnant. Il y a beaucoup de boîtes que moi j'ai rencontrées qui sont pilotées à l'aveugle, quoi. C'est-à-dire, bah, je sais pas où j'en suis, taux de closing, ça parle même pas. Enfin, combien de rendez-vous par mois, c'est pas tracé. Enfin, rien n'est tracé, quoi. Chiffre d'affaires projeté au kiff, comme ça. Ouais. Ouais, donc là, nous, 2026, c'est 1,5 million. Ok, vous avez fait combien en dernier? 800 000. Ok, les 700 000, vous allez chercher comment? Alors, bah en fait, là, Genre, ça va tomber. Ouais. Ça va tomber, en fait, parce qu'il y a Jean-Jacques, le voisin, ça s'est bien passé avec lui, il y a un bon feeling. On fait un devis la semaine pro, là, pour sa ferme, à 200 000. Donc déjà, on rentre ça, t'as compris, 1 million, il reste plus que 500. T'es là, mais attends, on peut pas regarder en termes de rendez-vous mensuels ce que ça représente. C'est combien ton panier moyen, combien de rendez-vous il faut, c'est quoi? On va en arrière, en fait. Nombre de rendez-vous, derrière, ok, ton taux de closing, on regarde ça, ensuite ton taux de contact pour aller au rendez-vous, on se met un truc chiffré, une data précise pour que ton bien 5, tu ailles le chercher, quoi. Mais surtout, ce qui est aberrant, c'est que lorsque des gens font appel à une entreprise de marketing digital, bah, c'est indispensable pour eux, en fait, enfin, du moins pour vous, c'est indispensable qu'ils puissent partager ces chiffres-là de manière Évidemment. transparente. Pour les deux, oui, tout à fait, enfin, pour nous et eux. Je vois pas d'intérêt de mentir. Non, il y en a pas, mais comme disait Camille, c'est l'ego. Et après, en effet, il y a des choses aussi qui sont pas tracées, mais ça, on s'en rend compte quand on commence à travailler avec eux. Là, j'ai l'exemple d'une personne avec laquelle on travaille depuis quelques mois, là. Il avait 70% de taux de closing, soi-disant. Et puis, bon, bah là, plus on travaille ensemble, plus on se rend compte qu'il a un peu de mal à signer. C'est pas grave, on reprend les process ensemble, etc. Mais finalement, on est plus autour des 30%. Mais c'est très bien, hein. 30%, il vit super bien. Mais ça n'empêche qu'on se rend compte que c'est pas 70. Et c'est 70 nulle part, hein, parce qu'on suit aussi ces affaires qui sont dans du bouche à oreille, du site internet. Ok. C'est 30% au global, hein. On est bien d'accord. Ouais, comme tu dis, je pense qu'au final, c'est des chiffres qui suivent pas du tout. Ils ont pas du tout le nez dedans, c'est géré au pifomètre. Alors, pas toutes les boîtes, mais effectivement, il y a certains profils d'entrepreneurs qui fonctionnent comme ça. Et c'est compliqué de vouloir croître sans savoir où est-ce que tu mets les pieds et sans essayer un minimum de voir ce que tu fais et comment l'améliorer. Ouais, mais c'est impossible. Si tu peux pas mesurer, tu peux pas améliorer. En tout cas, pour faire du x2, c'est compliqué. T'imagines, tu fais x2 de quoi? Tu vois, c'est comme, je sais pas, si tu compares à des industries d'élite, la Formule 1, on est à la milliseconde. Alors, c'est quand même hyper intéressant quand tu regardes la Formule 1. Ils vont chercher des micro-optimisations et ils mesurent chaque milliseconde. Carrément. Et c'est comme ça qu'ils progressent. Ce n'est que comme ça. En se comparant aux autres, mais aussi en se comparant au temps. Là, je trouve que ça devrait être pareil. On devrait vraiment avoir des pools de data. Alors attention, je suis pas de l'école, on pilote tout à la data non plus. C'est important d'avoir un peu de trip, un peu d'humain. Mais d'avoir des dashboards quand même pour se situer, c'est indispensable. La filière, elle a vraiment besoin pour beaucoup de se professionnaliser. Que les entrepreneurs deviennent, enfin que les artisans deviennent des vrais entrepreneurs pour pouvoir passer un cap. Parce que le plus triste pour eux, c'est que certains vont se plaindre des éco-délinquants. Alors, on en parlait la dernière fois, mais au final, ils vont dire que c'est à cause d'eux qu'ils n'arrivent pas à vendre. Mais en fait, en réalité, les éco-délinquants, ils vendent parce qu'ils sont bons, en fait. Ah, ils sont bons, ouais. Ils ont des bonnes techniques. Alors, ils vont mentir, ils vont avoir d'autres approches je leur fais pas de la publicité. Le but, c'est pas de les défendre. Mais s'ils réussissent, c'est pas juste parce qu'en fait, ils mentent. C'est parce qu'en fait, ils ont des bonnes techniques. Ce que certains n'osent pas faire, eux le font. Alors, je vais pas pousser ça à outrance, mais ils ont quand même des techniques de vente qui sont rodées. Et c'est pour ça que ça fonctionne. Et là, c'est
petites structures, elles ont vraiment, à mes yeux, besoin de passer un cap, surtout pour passer cette période qu'on vit, qui est un petit peu plus difficile, où pour certains, ils voient la concurrence leur bouffer des parts de marché, et je pense que ça va pas aller en s'améliorant, parce qu'il y a d'autres groupes qui commencent à rentrer et à vouloir prendre des grosses parts et à vouloir investir dans le photovoltaïque. Donc, ouais, ils auraient tout à gagner, en fait, à chercher à passer un cap à ce niveau-là. On en est au courant, on en discutait encore ce matin, et puis ça arrive sur des bases régulières. Il y a des entrepreneurs, il y a des chefs d'entreprise qui pensent à fermer leur boîte, d'autres qui l'ont fermée carrément en 2025, beaucoup d'ailleurs. Pourquoi? C'est quoi qu'ils ont raté? On pourrait faire du cas par cas, mais pour beaucoup, ils ont grandi trop vite. Si je fais un résumé un petit peu simpliste, jusqu'à 2022-2023, il y a un gros boom du photovoltaïque pour certaines entreprises en autoconsommation. Pour la simple et bonne raison que tu as un peu guerre en Ukraine, les gens savent pas trop comment ils vont pouvoir se fournir en électricité, donc le photovoltaïque qui devient une solution. Et à ce moment-là, on se rend pas compte qu'on est peut-être dans un marché qui surperforme, et donc beaucoup, sans avoir de process bien établi, ont réussi à faire des chiffres énormes. Cahiers de commandes remplis, etc. Et ça les a amenés à grossir et à s'imaginer que c'était la norme. Donc j'en connais qui ont staffé à fond, qui ont fait tout un tas de choses. Sauf que 2024-2025, ça a été un petit peu différent. En 2024, les gens se sont rendus compte qu'au final, il n'y avait peut-être pas tant d'urgence que ça. On commence à avoir des problématiques au niveau du photovoltaïque. 2025, c'est encore pire. On a l'État qui met un peu son nez dedans et qui nous ralentit. Et donc, ça a eu un impact brutal. Sans parler du fait que pendant longtemps, le prix du matériel, il faisait que baisser. Là, ça a stagné. On parle peut-être des remontées de prix. Enfin, il y a déjà des groupes qui parlent de tarifs de modules qui augmentent. Le marché, il est en train de changer. Le nombre de concurrents est en train de grandir. Les prix sont tirés vers le bas par pas mal aussi d'autres concurrents qui, je ne pense pas, dureront longtemps parce qu'ils n'arrivent pas à faire des marges. Clairement, voilà, ils ont surperformé à un moment. Et là, aujourd'hui, où ils sont confrontés à un marché... à la réalité du marché, en fait, ils ne sont pas du tout armés. Et ils se retrouvent à devoir licencier. J'en connais beaucoup qui licencient en masse. À fond. Ah oui. Ouais, en fait, je trouve que c'est hyper paradoxal par rapport au potentiel du marché. Je crois que les stats, c'est aujourd'hui, sur le résidentiel, on a moins de 5% d'installations qui sont faites avec un potentiel de 15 millions de foyers. Enfin, les chiffres sont abyssales. Je crois qu'en Allemagne, c'est 20% déjà installé. Déjà, ça paraît un pays voilà, similaire. Et nous, on est... Bon, pourtant, on a fait des belles années avec, en termes de puissance installée, etc. Mais en fait, moi, je trouve que c'est hyper particulier, hyper paradoxal d'avoir une paralysie, une immobilisation de beaucoup de structures dans le photovoltaïque. Bien évidemment, je suis consciente de ce qui s'est passé avec le marché, le gouvernement. Mais en même temps, en fait, moi, des fois, elles me disent « Oui, mais il y a trop de concurrents, le marché, il est saturé. » En fait, le marché saturé, nous, on a travaillé du coup dans le consulting, qui est un marché saturé, où vraiment, il y a 12 milliards de boîtes à la seconde qui te proposent des choses. Et en fait, tu y arrives toujours si t'es différent, si tu trouves en fait les clés pour aller, pour vraiment te battre face à ta concurrence. Et du coup, je trouve que c'est assez particulier comme façon de fonctionner. Et je sais pas toi ce que t'en penses par rapport à ça, entre le potentiel du marché et ce phénomène de boîtes qui se ferment. Moi, je pense que c'est juste qu'on est dans une transition d'un marché qui tend à se professionnaliser. Tout à fait. Et que l'État aide à se professionnaliser presque, je dirais. Oui, même si... malgré eux. Je sais pas s'ils cherchent à aider, mais en tout cas, voilà, ça amène le marché effectivement à se professionnaliser. Ceux qui vont réussir à tenir après 2027, ça marchera pour eux, même s'il y en a pour qui ça marche déjà très bien aujourd'hui. Faut le savoir, faut en parler, je trouve, parce que c'est vrai qu'on a souvent des personnes qu'on rencontre qui disent le marché, le contexte, c'est compliqué, on vend pas. Nous, on a des clients qui font 5 millions de chiffre d'affaires annuel, sur 20% de marge nette. Donc, et on parle, ils rangent 1 million sur 2025, 1 million net. Et ils sont pas dans une région particulièrement meilleure qu'une autre. Il y a d'ailleurs, je crois, alors ça tu vas me confirmer, mais j'ai entendu ça plusieurs fois, en ce moment, plus d'installations qui se font dans le nord que dans le sud de la France, alors que c'est clairement un endroit intéressant, certes, mais quand même un peu moins intéressant parce qu'il y a moins de soleil. Mais juste parce que y a des meilleurs vendeurs là-bas. Honnêtement, je saurais pas te répondre à ça. Moi, j'ai entendu ça plusieurs fois. Je sais pas si c'est vrai, j'ai pas les chiffres, mais même si c'est pas vrai, c'est quand même intéressant de savoir si on entend des rumeurs. Ça veut dire que ça doit bien fonctionner dans le Nord. On a des clients qui sont là-bas dans le Nord qui installent à tour de bras. Tu as un cabinet qui s'appelle LCP Delta qui, lui, gère ça. Fait, ouais.
la dernière fois que j'ai eu à en parler, ça restait quand même les leaders en termes de nombre d'installations, ça restait quand Le même Sud. ouais, le Sud. Donc, tu as PACA, Occitanie, Rhône-Alpes aussi. Ouais, Rhône-Alpes aussi, une région Euh, bien installée. Ouais. mais c'est vrai que là où avant c'était majoritairement le Sud qui était installé, il y a une il y a une plus grosse accélération région centre et nord de France. ouais. Ça, c'est clair. Moi, je suis originaire de Reims, je vois, il y a 5 ans, je n'entendais pas parler de beaucoup d'installateurs, et là, j'en vois beaucoup plus. Et nous, on a le siège à Aix-en-Provence, et franchement, quand on regarde les toits alentour, une personne, une personne sur 10 qui est installée, mais max. Ouais. Alors que on sait pertinemment que la moitié, ça serait intéressant pour eux. Il y a un potentiel monstre de toutes les manières, et comme tu le disais, il y a moins de 5% qui est installé, et il y en aura. C'est sûr que ça va continuer à croître. Comment, on ne sait pas, et en combien de temps, on verra. Il y a un potentiel, ça c'est clair et net. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut réellement profiter de ces périodes pour justement en profiter pour se renforcer, se professionnaliser et peut-être apprendre des erreurs passées. Et puis on le voit aussi, il y a une nouvelle génération de structures dans le photovoltaïque qui se montent, notamment avec des levées de fonds, avec des structurations complètement différentes, qui ont des concepts innovants et qui Bien sont un sûr. peu en train de renverser la tendance du photovoltaïque, parce que c'est aussi intéressant qu'il y ait de l'innovation dans ces métiers-là. Je pense que les installateurs, pendant très longtemps, c'était des entrepreneurs artisans qui ont fait évoluer leur structure et qui n'ont pas forcément qui n'avaient pas forcément une vision globalement pour l'entreprise, et qui apprennent sur le tas et qui sont très très bons dans leur métier, mais qui justement ne manquent les cases sur la partie vente ou marketing, ces choses-là. Et il y a de nouveaux acteurs qui arrivent, qui sont armés vente et marketing, et qui peuvent raser aussi Bien sûr. le territoire là-dessus, parce que en fait ils ont une approche. C'est un peu comme tu disais tout à l'heure, nous nos clients, enfin le digital c'était ancré depuis des années, et si t'en as pas, enfin t'existes déjà plus, et c'est potentiellement quelque chose qui pourra se passer aussi dans quelques années pour ce marché-là, parce que là on voit des nouvelles boîtes émerger qui vraiment ont la force de frappe commerciale et marketing, et qui ont les ambitions en fait de se dire en 2030 on met un cap sur le Bien nombre sûr. d'installations et sur vraiment l'accélération de la transition, quoi. Bien sûr, comme tu as dit, il y a des levées de fonds, il y a des sommes, de très grosses sommes qui sont mises en avant pour pouvoir amener ces boîtes à propulser. Ce qui est intéressant, c'est que ce scepticisme un peu dont tu parles, on le retrouve beaucoup moins outre-Atlantique. C'est vrai qu'on travaille avec pas mal de personnes, clients canadiens, américains. Pour citer l'exemple d'un client canadien, on a carte blanche. On dit mais on teste tout. Moi, tant que ça rapporte du lead, je suis content. Alors forcément, on va pas faire des trucs panneaux 1 euro, ça c'est hors de question. Mais on teste du fun. On a fait une vidéo complètement réalisée par l'IA avec VO3, c'est un Yeti. C'est un Yeti en selfie qui parle pendant 1 minute de la boîte, les avantages du photovoltaïque. C'est une bonne façon de divertir et de faire passer un message. On a testé des concepts à 2, à 3, du statique, de l'offre agressive, de l'offre douce, pas d'offre, surfer sur les subventions de l'État. On a testé vraiment des concepts dans tous les sens, et en fait, il se régale, il nous propose des choses. Je discutais encore avec lui tout à l'heure, et des messages dans tous les sens. On pourrait tester ci, on pourrait tester ça. Il y a vraiment, et franchement, il y a les 3/4 des trucs qu'on met à la poubelle. Mais le 1/4 qui sort, Ouais. mais c'est de la folie. On est en train de retracer, il a fait 48 installations avec nous sur 2025. Ouais. Un panier moyen, j'espère que vous êtes bien assis. Camille, tu es au courant, mais $25 000. 48 fois 25, c'est mignon. Et ça, c'est le test. Et c'est l'ouverture. Moi, attention, c'est pas un hasard. C'est parce que il s'est dit, j'y vais, je me lance. No importa, peu importe l'image, ouais, le Yeti sur la boîte, mais les gens s'en foutent. Ça les fait marrer, en fait. Ils sont sur les réseaux sociaux, ils voient ça, ça les fait marrer. Et du coup, ils testent, ils y vont, et puis ça fait du leads, et derrière, ils savent vendre, évidemment. Il y a des commerciaux qui sont bien rodés. Ouais, mais tu pointes du doigt une différence d'état d'esprit énorme entre l'état d'esprit en France et aux États-Unis. Là-bas, ils sont morts de faim. Vraiment, ça n'a rien à voir avec nous. C'est des morts de faim. C'est question. Alors, je pense qu'il y en a qui sont. T'as des coachs vente là-bas aussi qui passent leur temps à former. Donc, il y a des gens qui ont des lacunes, mais en tout cas, l'état d'esprit, il est totalement différent. Rien à voir. Hyper offensif. Ah oui. Et ils n'ont pas froid aux yeux, ils y vont, et c'est ce qui fait la différence. Je suis bien d'accord. Ce fameux client-là, en fait, il fait une année, il est un peu déçu.
Pourtant, c'est une grosse année qu'il fait, on est en millions. Hein. Il va réinvestir pratiquement tous ses bénéfices, il va se payer un micro-salaire pour vivre, il va tout réinvestir. Il me dit, ouais, moi maintenant à 5 ans, on va chercher 600 installs par an. Voilà, c'est ça. Et c'est compliqué là-bas. Attention, faut pas croire, parce qu'il y en a qui disent, de toute façon, t'auras remarqué, c'est toujours plus facile chez le voisin. Oui, mais aucun secteur qui est facile. Aucun secteur qui est facile. C'est compliqué là-bas. Le Canada, il n'y a pas forcément beaucoup de soleil. Les factures sont pas si élevées que ça. Le coût de l'énergie, c'est pas celui en Europe. C'est clair. Donc, mais pourtant, les gens, ils passent parce qu'ils ont des bons commerciaux, parce que tout ce dont on parlait tout à l'heure. Et c'est vrai qu'il y a ce côté agressif, il y a ce côté on en veut, on y va. Et c'est dur. Hein. Là, le gouvernement, il faut quand même le savoir, le gouvernement canadien, il y avait un programme qui s'appelle Greener Homes Program, Greener Homes Loan. J'ai fait l'accent et tout. Régalé, là. Voilà, j'ai tout donné là. Et en fait, c'est un programme qui, te donnait $3 000 quand tu installais du photovoltaïque, et deux, te faisait des crédits à 0%. Okay. C'est l'État qui gère ça. Donc tu te retrouves évidemment avec des retours sur investissement à 4, 5, 6 ans dans certains cas. Monstrueux, très difficile de dire non. Le programme a sauté, le client m'a appelé. Je suis désolé, ça arrive en France, ça nous est arrivé avec la revente à 13%. Nous, la moitié de nos clients, ils ont appelé, c'est la catastrophe, qu'est-ce qu'on fait, alors on va pas y arriver. Moi, il m'appelle, il me fait, là, c'est l'opportunité d'envoyer du steak. Il dit là, ça va être compliqué, donc du coup, on en profite, on trouve des nouvelles offres, on redouble d'agressivité, on double le budget, on a doublé le budget, et on va chercher encore plus de monde. C'est énorme. Tu vois, c'est marrant parce que c'est tout l'inverse de ce que certains ont fait quand EDF OA a baissé les tarifs et baissé une partie des subventions pour la vente de surplus. C'est qu'il y a une sorte d'immobilisme et de questions, gens qui se disaient mais purée, le marché va s'effondrer, comment on va faire? Alors qu'il y avait des solutions et il y a encore des solutions qui existent. À fond. Et qu'au final, petit à petit, on est en train d'en sortir et les gens apprennent à mettre des modèles en autoconsommation qui sont différents. Bien sûr. C'est l'antifragilité. C'est l'antifragilité, c'est-à-dire qu'on attaque la filière se renforce. Mais là où je te rejoins, c'est que ça met du temps. On a mis 5-6 mois à passer de « oh là là, c'est la fin du monde, la revente de 13 à 4 » à maintenant, on commence à se rendre compte que, c'est une bonne nouvelle pour la filière, moi je trouve en tout cas, et deux, mais on voit un enthousiasme, et ça on en parlait il y a encore pas longtemps avec Camille, on tourne d'ailleurs des publicités autour de ça, sur l'autonomie, l'indépendance énergétique. Attention, installer une batterie, c'est pas forcément être autonome, mais se rapprocher. Se rapprocher en tout cas. Après, avec un système de backup, on est complètement autonome, mais juste même sans système de backup, de se dire, c'est une nouvelle approche du photovoltaïque. C'est pas je produis pour revendre, c'est je produis pour moi. C'est mon écosystème, c'est mon truc. Les gens aiment ça. Et ça, pour moi, c'est un vent frais, c'est un vent neuf. Et c'est génial en plus de réfléchir comme ça. Je suis convaincu que le marché, il a encore plein d'opportunités. Je vois pas le marché du photovoltaïque régresser. Vraiment. Par contre, je vois effectivement des acteurs régresser, ça c'est autre chose. Avoir un modèle commercial avec un système d'acquisition qui tient la route, ça ne peut qu'aider ces personnes-là à passer ce cap-là plus sereinement possible. Parce que les boîtes qui performent, c'est les boîtes qui, d'un point de vue acquisition et d'un point de vue commercial, performent. C'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure, et c'est une question que j'aurais pu te poser, mais finalement, c'est peut-être la réponse à cette question-là. On a dit, les boîtes pour qui ça ne fonctionne pas, qui mettent la clé sous la porte, qu'est-ce qui font que ça n'a pas marché? Est-ce que tu dirais aujourd'hui que pour les sociétés qui veulent vraiment rentrer dans la résilience, et voilà, résilient, je pense c'est un bon terme, mais même continuer à croître en fait tranquillement sur 2026-2027, est-ce que c'est ça qu'il faut? Est-ce qu'il faut qu'elles s'équipent d'un système d'acquisition et des méthodologies en vente qui sont béton? Ce serait réducteur de dire qu'il faut que ça, mais c'est sûr que ça aide énormément. Ok. Tu as aussi la diversification, proposer différents produits qui aident. Quand on a eu l'habitude d'avoir un pipe qui est rempli qu'avec un certain type de produit et que ça ralentit d'un coup sec, c'est bien de pouvoir diversifier à hauteur de ce que les entreprises sont capables de faire. Mais c'est clair et net que oui, avoir un modèle d'acquisition, savoir le travailler et être capable de le convertir, c'est évident que c'est un game changer pour les entreprises. La diversification, c'est un sujet passionnant parce que c'est vrai qu'on nous a biberonné à se dire faut être des spécialistes. Je rencontre encore moi quotidiennement des personnes qui se vantent d'être des ultra spécialistes du photovoltaïque notamment. Mais je suis convaincu qu'aujourd'hui il va falloir installer différentes choses. On a des cas clients, on a un cas client notamment qui fait de la pompe à chaleur et du photovoltaïque, qui surperforme parce qu'en fait il rentre chez la personne grâce à la pompe à chaleur. La pompe à chaleur, ça a souvent du sens. Bien sûr. Et derrière, une fois que ça s'est fait, il peut arriver et dire, regardez, avec le contexte, avec la situation, si on ajoute du photovoltaïque, c'est tant. Et ça plaît aux clients. Et ça plaît aux clients. La confiance est déjà établie.
Mm. les économies sont réelles, et c'est un produit qui a emmené l'autre. Et puis c'est dans la démarche d'électrification des foyers, parce que en fait, finalement, parfois, le photovoltaïque tout seul va pas faire de sens dans l'immédiat ou n'est pas adapté à la consommation, Bien mais sûr. peut-être la pompe à chaleur sera quelque chose de plus pertinent. Et finalement, ça étoffe les possibilités de proposer une solution adéquate au client qui, en fait, s'il a que du photovoltaïque, c'est sûr qu'il y a des endroits où juste tu peux pas installer de Bien photovoltaïque sûr. et c'est comme ça. Et peut-être que tu aurais pu installer autre chose euh, qui va permettre au foyer de trouver la solution à ses problèmes qui peuvent être réduire sa facture ou passer à une énergie différente ou dans le cadre de l'électrification des foyers, voilà, de pouvoir avoir un système qui, avec une borne, avec une pompe à chaleur qui va être moins énergivore que le système actuel. Enfin, Mais tout parfois, ça, c'est juste du c'est... confort. Ou juste du confort. Mais au moins, tu as plusieurs cordes à ton arc. Bien sûr. Ça veut pas dire vendre tout et rien, quoi. C'est de rester dans le côté technique et spécialiste, mais en ouvrant aussi les possibilités, parce que finalement, ça va dans le même sens Et ça fait même carrément sens pour le client aussi. aussi. Parce que lui, il voit pas le problème de sa facture d'électricité comme un problème isolé. En Bien fait, sûr. il le lie à toute sa consommation et à sa vie. Donc, Est-ce que toi, avec, je sais pas, tu dois être à plus de 200 installateurs rencontrés là sur les dernières années, tu saurais nous dire peut-être en un, deux ou peut-être trois critères, comment est-ce qu'on sélectionne un bon installateur en tant que particulier? Ce qui est important, pour moi, l'écosystème digital en fait partie. C'est-à-dire que si il s'est penché sur avoir des avis, avoir une réputation, etc., c'est aussi qu'il est fier de son travail et qu'il a de quoi proposer son travail. Je pense que ce qui est important pour un particulier, c'est l'accompagnement de l'installateur. Non, ouais, je suis désolé, je te coupe la parole Ah, parce que non, mais le premier point, je le trouve super ah, intéressant. ok. Ça veut dire que finalement, toi, demain, tu cherches à installer quelque chose. Alors, c'est vrai qu'on parle de pas des moyens. Tout de suite, on est à 6, 7, 8, sauf sur la borne de recharge, mais on est déjà en plusieurs milliers d'euros. Mm. Tout de suite, quand on est dans ces solutions-là. Toi, tu considères que s'il n'y a pas une présence digitale, c'est-à-dire un site internet un peu moyen, pas d'avis Google, aucune publicité en ligne, voilà, une présence digitale assez faible, là déjà, toi, ça pose problème. Ça va être un critère sur... Aujourd'hui, j'ai plusieurs possibilités d'entreprises qui s'offrent à moi et finalement, ça peut être un critère. Je vais donner un exemple très simple, celui de mes parents qui ont fait la recherche dernièrement d'installateurs dans la pompe à chaleur. Bon, déjà, en fait, ils ont fait venir 5 installateurs. Tous ont envoyé un devis par email entre 16 et 20 000 balles et n'ont jamais rappelé. ok. Mon père est un ancien directeur commercial dans la pharmaceutique, donc si on le rappelle pas, lui, Il revient pas. Il va il pas y revient aller, pas lui, non hein. plus, quoi. Et ça l'énerve. C'est-à-dire, il me dit, mais c'est pas possible, je vais finir par le rappeler parce que moi, je veux vraiment installer une pompe à Oui. chaleur, en fait. Et, dingue. C'est et énorme. moi, déjà, ça me Et choque. de son côté, l'installateur il dit c'est énorme, il va me rappeler parce que c'était moi le meilleur. Et finalement, en fait, il y a 5 personnes qui sont venues à la maison, qui ont passé 2 heures potentiellement à discuter avec mon père, à boire le café et tout ça. En plus, c'est quelqu'un qui est intéressé, il a déjà du photovoltaïque, c'est quelqu'un Mhm. qui est intéressé par ces systèmes-là. Et moi, du coup, j'ai regardé les sociétés qu'il a sollicitées. Et en fait, la première réflexe que j'ai eu, c'est de regarder aussi comment ils étaient présents digitalement. S'ils étaient bien notés, s'il y avait de la reco, etc. Et surtout la façon dont c'est amené, en fait. Parce que ce qui est assez marrant, c'est que sur les devis, il y a des vraies différences. Enfin, Mhm. je veux dire, on parle de plusieurs milliers d'euros sur des différences. Et finalement, on doit arbitrer tout seul. On doit se dire, tout seul, je vais décider ça ou ça. Donc, je pense que c'est... Moi, je dirais que la notation et de l'installateur est importante. Bien sûr, de regarder aussi ses qualifications, son travail, d'avoir une idée des installations, etc. Je trouve aussi sur les sites internet, on voit jamais la tête des dirigeants.
Il y en a quand même qui Il y en Il y mettent en a, a ouais, de de plus temps en en temps. plus. Oui. Mais sinon, c'est complètement déshumanisé. Tu vois, t'as une On voit une page avec Insta, Mais c'est vrai qu'il y a du beaucoup de photos un peu standardisé. Ouais, presque d'une bibliothèque de Ouais, photos, ouais. Bah, c'est carrément ça. C'est carrément ça. C'est ça, et tout le monde utilise les mêmes. Et moi, je trouve que ça fait une différence aussi, parce que, bah, en fait, tu montres que t'es présent dans ta boîte, qu'il y a c'est humanisé. Oui. Je dirais aussi, évidemment, Donc, présence digitale, présence process de vente, digitale, accompagnement dans le process de vente. processus de vente, pardon, accompagnement à la décision. Si quelqu'un, en fait, il me dit, bah, écoutez, je vais vous faire un devis, et en fait, je vais venir vous le présenter, ce devis, je vais venir vous expliquer pourquoi est-ce que ça va être intéressant pour vous, qu'est-ce que ça va vraiment changer, et d'être vraiment dans ce processus d'accompagnement. Je pense que c'est une façon de sélectionner aussi un installateur. Mais là, ouais, tu vois, je t'arrête de suite. Par exemple, quand on va discuter avec un installateur, lui, il va te dire, ah ben non, moi, quand je demande de présenter le devis, on me dit, ah non, j'ai pas, c'est bon, j'ai compris, c'est pas la peine de venir me le présenter. Bah, en fait, moi, je pense que c'est le rôle de l'installateur de dire, écoutez, le devis va comporter des spécificités. Pour moi, c'est vraiment important que les choses soient claires et que vous puissiez tout simplement vous assurer que le système qu'on va vous proposer correspond à vos besoins. Et pour moi, je pense que c'est quelque chose qui est assez facile à contourner, dans le sens où la personne en face n'est pas un technicien, Mhm. ou alors c'est son métier, Mhm. mais donc du coup là c'est encore différent. Mais je pense que c'est vraiment important qu'il y ait une lecture commune d'un devis, où maintenant en plus il y a des super logiciels qui permettent de mettre en avant les installations, de pouvoir se projeter, de pouvoir un peu visualiser ce qui Ouais. va se passer. Ça, c'est aussi un sens du professionnalisme, de dire, bah voilà, en fait, à quoi vous allez, vers quoi vous allez tendre, à quoi ça va ressembler. Donc, je dirais l'accompagnement de la boîte. Donc tu penses en fait c'est plus un blocage que se mettent Oui. voilà, les installateurs, mais en fait ils disaient juste non, mais en fait c'est dans le process, C'est dans le je viens, processus. je vous présente le devis, Mm. parce vous allez avoir des questions, c'est complexe, il faut que je sois là pour répondre, puis des fois c'est même pas la peine de justifier, je vous présente le devis, quand est-ce que vous êtes disponible? Exactement. Moi, je pense que c'est vraiment la clé. Et pour moi, c'est aussi une façon, sauf s'il a réussi à vendre sur un premier rendez-vous, mais c'est aussi une façon, en fait, de prouver que tu as envie d'accompagner la personne dans la décision et à prendre la bonne décision pour Bien elle. sûr. Mhm. C'est pas dire forcément vendre ton truc, ah non, c'est absolument mon truc. Non, c'est juste d'accompagner le processus. Parce Ouais, que moi, en fait, je reçois un devis d'une pompe à chaleur à 17 000 balles. Mon premier réflexe, c'est de dire non, quoi. ouais, Enfin, c'est normal, globalement. Ouais, c'est trop ton cher. devoir de conseil, en fait, Ouais, c'est ça. d'accompagner ton client là-dedans, je suis d'accord. Moi, je dirais, ouais, Donc ces 3 points-là. je dirais ces 3 points-là. Évidemment, la qualité du travail, le matériel et ces choses-là sont aussi des données importantes. C'est Mais secondaire pour toi. bah non, mais en fait, c'est plus difficile à juger quand tu es particulier et que toi, tu pas forcément de recul là-dessus. Donc, si tu es particulier et que tu es intéressé dans ton projet, tu vas te renseigner sur les marques, etc. De regarder effectivement les assurances, les garanties. Tout ça, c'est des éléments extrêmement importants. La Qualif qualité des assurance, ouais, produits, Ouais. les décennales, enfin voilà, évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en première lecture, parce on pourrait y passer beaucoup de temps, il y a des choses qui doivent être claires dès le départ, quoi. D'accord. Et non, si si un artisan n'a pas de site internet, c'est pas forcément qu'il est mauvais, mais c'est aujourd'hui, en fait, quand même plus dans l'air du temps des gens d'aller vérifier ce qui se passe. Et c'est aussi une preuve de fierté, de preuve sociale, de dire, bah, regardez ce que je fais et regardez la Bien sûr. satisfaction. Et il y a une stat là qui est sortie il y a pas très longtemps, 75% des gens regardent les avis Google avant de prendre des décisions énorme. d'achat. Bah, je pense que dans le photovoltaïque, t'as pas un client qui va pas, après une présentation d'une offre ou d'un devis, regarder sur Internet un C'est peu qui est la impossible. société. Même avant, moi je suis totalement d'accord avec ce que dit Camille. Premier réflexe, présence digitale. Premier réflexe. Mm. Comment ça se passe? Ils sont où? Hein, ça fait combien de temps? Le site, les avis. Et ça peut être irrationnel, mais on va se faire un avis sur la Bien sûr. société, Avant même. Ah sur oui, le non. sérieux de la société, à travers ça. De toute façon, nous on le voit, on a 2 clients aujourd'hui qui ont plus de 350 avis, 4,8 et 4,9 étoiles sur Google. Les taux de vente sont très bons. Il n'y a Mm. pas que ça. Hein. Il n'y a pas que ça. Mais quand même, on voit la C'est différence. rassurant. On casse une première barrière, en fait. On casse une première Et barrière quelle de barrière? On parle du est-ce scepticisme là, est-ce dans que le est-ce que photovoltaïque. je vais me faire arnaquer, quoi? Est-ce que ce Exactement. mec vient pour m'arnaquer, Ah, bah ou oui. est-ce que ce mec vient pour Parce qu'il est vient pour bienveillant, m'aider ouais. à trouver la meilleure solution? Après, je sais pas si vous voyez, vous, d'autres éléments qui
peuvent être importants dans la sélection d'un installateur. Après, ça reste quand même relativement subjectif dans le sens où c'est propre à chaque personne, Bien sa sûr. volonté de vouloir sélectionner un installateur plutôt qu'un autre. Mais tu as cité des points importants. Moi, je rebondirais encore sur les qualifications, les assurances. Hyper important. Ça, c'est hyper important. Après, on peut rentrer dans les détails, sous-traitance, pas sous-traitance, mais bon, ça, c'est encore C'est un autre autre chose. sujet, ouais. C'est un autre sujet dans le sens où tout le monde n'est pas honnête et transparent sur ça. Il y en a qui sous-traitent et qui Sous-traite pas. qui sous-traitent pas. Et il y en a qui sous-traitent, on travaille avec, et en fait, ils font du sous-traitent travail bien. excellent. Ils ont un Oui. véritable contrôle sur la sous-traitance. Ils font très très attention et le résultat est là, Le vrai problème de la sous-traitance, c'est le après. bien sûr. Ah oui, c'est vrai. C'est le suivi. C'est que là, tu es dans du bâtiment, enfin du BTP, c'est l'installateur qui a aucun problème sur des installations, il n'existe Ça pas. n'existe pas. Donc, c'est là où. Alors, tu as des sous-traitants avec qui ça se passe très bien et tu en as d'autres avec qui c'est plus compliqué quand il y a des soucis derrière. Et quand tout le monde se renvoie la balle, pour avoir vu des boîtes dans lesquelles ça se passait comme ça, c'est horrible pour le client. C'est sûr que ça, c'est aussi, je pense, un point important dans la sélection. La capacité à avoir un SAV. Et je vois de plus en plus d'entreprises qui le mettent en avant, finalement, en disant que, en fait, il y a l'accompagnement pendant le projet et même il y a l'accompagnement post-projet, même sur la manière de mieux autoconsommer, Bien mieux sûr. gérer son énergie. Il y a pas mal d'applis qui sont sorties et nous, on a de plus en plus de nos clients installateurs qui sont engagés dans l'après, qui sont engagés dans « Ok, aujourd'hui, vous avez un système d'autoconsommation, bah, prenez-vous au jeu, en fait. Comment vous faites mieux? Comment vous faites encore plus d'économies? Comment vous vous responsabilisez là-dessus ?» Et finalement, ils ont des interactions avec leurs clients Bien sûr. à ce sujet-là. Et en fait, le client, bah, ils se sont accompagnés de A à Z dans son projet. Et ils se retrouvent pas un jour sans être accordés et qu'il Bien n'y ait plus sûr. personne. Pour moi, c'est ça l'installateur contact, hein. 2.0 en fait. C'est celui qui exactement va ça. s'assurer que la personne chez qui il a installé une installation photovoltaïque, elle tire le maximum du potentiel de cette installation et conseiller, accompagner. Parce que pour beaucoup, c'est hyper abstrait. On met des panneaux chez eux et puis après, une fois que ça fonctionne, bah, Ça qu'est-ce qu'on roule. fait? Des fois, ils mettent du temps à se rendre compte que ça fonctionne pas bien, qu'ils peuvent faire des améliorations, etc. Donc, non, c'est clair que l'accompagnement, pour moi, il est primordial. S'il y a un mot à dire qui rejoint un petit peu l'idée de ces systèmes d'acquisition, c'est que les méthodes d'acquisition digitale, c'est un incontournable, qu'il faut se plier au jeu, que c'est pas parce que tout seul dans notre coin, on a mis 1500 ou 2000 euros sur Meta. Avec une stagiaire, Voilà. la sœur du voisin. Et que ça n'a pas fonctionné, qu'on a eu des leads bidons, que le lead c'est forcément de la merde. On a la chance justement, on est à une ère de digital, le nombre d'heures qu'on passe sur nos téléphones, sur nos C'est ordi, du délire. c'est fou. Aujourd'hui, on fait quasiment plus aucun achat, quels que soient les types d'achats. Même nos courses, on les fait maintenant sur clair. des applications. Donc on passe tout sur le digital. Ce serait bête de ne pas le comprendre pour le photovoltaïque et de ne pas être présent. Au même titre qu'on a tous des pages, peut-être Facebook, Twitter, X, Bien sûr. Instagram, LinkedIn, etc. On se doit en fait de comprendre que nos clients passent du temps sur ces plateformes-là et que si on est présent sur ces plateformes à des moments où ils ont l'esprit qui n'est pas pollué par peut-être leurs enfants, par leur travail ou par d'autres choses, eh ben, ils vont pouvoir peut-être se pencher sur leur projet. Et le fait d'être disponible à ce moment-là, ça change complètement la donne. Pour moi, c'est une arme de destruction massive quand c'est bien utilisé. Ouais. Maintenant, effectivement, avoir du lead, c'est pas une formule magique non plus. C'est clair. On met pas des billets de 500 à la bouche des installateurs en leur vendant du lead, je pense. Donc, il faut savoir le travailler. Il faut comprendre que c'est il y a une approche particulière à avoir. Il faut savoir aussi sélectionner les bons fournisseurs de leads. Et peut-être que vous serez capable de nous dire comment on sélectionne un bon fournisseur de leads, parce que peut-être que certains se posent la question. Et derrière, quand on a les bons modèles d'acquisition et qu'on y greffe, en plus de ça, des modèles de vente, et sans forcément avoir les modèles de vente les plus parfaits, mais ne serait-ce que des méthodes de vente qui tiennent la route, rien que là, déjà, en termes de chiffre d'affaires, ça peut changer complètement la donne. Après, il y avait une question en même temps, vous, comment choisir un bon installateur? Non, c'était bon fournisseur de lead. Fournisseur, oui. Ouais, écoute, je propose que mon mot de la fin, ce soit répondre à cette question, puis après on laissera la parole à Camille pour clôturer le tout. Comment choisir un bon fournisseur de lead aujourd'hui, finalement
La question à se poser, c'est plutôt le lead. Est-ce que je veux avoir le contrôle dessus et le générer sous mon nom? Ou est-ce que je veux laisser ce travail à quelqu'un d'autre et pas avoir nécessairement trop de contrôle sur comment il est généré, qu'il soit revendu potentiellement à différents de mes confrères? Ça, c'est le premier choix. C'est-à-dire, en fait, est-ce que je fais appel à quelqu'un qui génère des leads pour moi ou est-ce que je fais appel à quelqu'un qui m'équipe d'un système qui me permet de générer mes leads? Est-ce que j'ai un avis sur ce qui est mieux? Oui, évidemment, puisque aujourd'hui, nous, on équipe les boîtes d'un système d'acquisition et nous, notre objectif premier, comme on l'a dit au début, c'est d'aller vers l'efficience, de maximiser comment l'installateur il se développe. Donc forcément que c'est ce qui marche le mieux puisqu'on a testé notre méthodologie in fine, alors c'est un peu plus, pour la société de lead, il y a un peu plus de cash parce qu'on peut revendre le lead 3-4 fois, donc il y a de la marge. Mais par contre, pour l'installateur, c'est la guerre et puis c'est pas propre aussi pour la personne qui complète le formulaire. Bien sûr. Donc ça, c'est la première question. Et après, la deuxième question, comment est-ce qu'on choisit du coup la bonne agence? Parce que c'est le terme finalement pour nous accompagner. Et ben en fait, finalement, c'est pas si différent de comment on choisit un bon installateur. Les avis, la présence digitale, le feeling avec la personne, c'est partout pareil en fait, ça se recoupe. Donc j'ai pas besoin de répondre tout ce qu'a dit Camille pour l'installateur, ça s'applique plus ou moins pour nous au moment de choisir le partenaire qu'il faut. C'est un marché qui a tout à construire, c'est un vrai terrain de jeu. Effectivement, on l'a dit, il y a des mutations importantes qui sont en train de se jouer maintenant, mais justement quoi, faut jouer dans le nouveau jeu en fait, dans la nouvelle version, et la nouvelle version, elle s'intègre effectivement avec des façons différentes de faire qu'on n'a pas connues avant ou sur lesquelles on priorisait pas. Et oui, le bouche à oreille, ça sera toujours génial, mais le digital n'enlève rien au bouche à oreille. Au contraire, il a un effet... Oui, ils sont pas ennemis. Non, ils sont pas ennemis. Ils peuvent très bien se bosser ensemble. Et le marketing digital va aider le développement du bouche à oreille. Et en fait, c'est juste un cercle vertueux vers lequel il faut s'orienter. Et c'est surtout, moi, je pense, l'enjeu, c'est de maîtriser sa boîte, en fait. Maîtriser comment fonctionne sa boîte, maîtriser la croissance de sa boîte. Et ça passe aussi par avoir des partenariats, des partenariats pertinents sur de la croissance, sur du marketing quand on ne sait pas faire en interne, sur de la vente quand on ne sait pas ou qu'on a besoin de progresser. Et en fait, juste, on a un boulevard, moins de 5% ou 5%, mais même de toute façon, si c'est autour des 5%, c'est rien. Il y a plein de choses à construire et on a un vrai... on a ce qu'on a dans les mains, en fait, avec le photovoltaïque, la PAC ou l'électrification globale des foyers, la transition énergétique. Encore une fois, il y a des gens qui y croient pas, mais si on y croit, on a tout à construire, quoi. Bien sûr. Reprendre le contrôle, en fait, c'est ça ton message. Reprendre le contrôle. Repasser aux manettes et naviguer, en fait. C'est au lieu de le subir, en faire une force, comme les clients américains. Il prend son vaisseau, en fait, et on pilote son vaisseau. Parce qu'en fait, aujourd'hui, il y a le marché, il y a que des facteurs externes. Et du coup, on se rabat toujours sur des facteurs externes. Et c'est hyper facile de le faire. Et parfois, c'est vrai. Mais là, il faut jouer une stratégie offensive, quoi. On reprend les commandes du vaisseau et on y va. Et le marketing, la vente, ça va aider. Il n'y a pas que ça, évidemment. Mais nous, c'est les thèmes qu'on a décidé d'aborder aujourd'hui. Mais en fait, juste, je pense que c'est hyper positif. Même si aujourd'hui, on le voit un peu comme du négatif, tout ce qui s'est passé en 2025, c'est hyper positif pour la suite. Et tous les installateurs, ils ont tous un rôle clé à jouer dans l'électrification des foyers dans demain. Donc, faut y aller, quoi. Carrément. Parce qu'on a trop tendance, comme l'avait dit, à blâmer parfois le marché, alors à juste raison parfois, le fait qu'il y ait une concurrence énorme, à juste raison aussi, alors que parfois on est les propres ennemis de notre business. C'est clair. En fait, on se tire nous-mêmes des balles dans le pied et ça amène à ce que on perd des clients, non pas juste par des concurrents, mais juste parce qu'ils sont noyés dans de l'incompréhension et dans du trop d'informations et ils prennent pas de décision au final. Ouais, c'est la faute du marché. Cool, ok, t'en fais quoi maintenant? Tu prends pas possession du sujet, en fait, tu le renvoies et du coup, tu peux pas agir. Carrément. Super intéressant en tout cas, ton petit point de la fin, j'ai bien aimé. Merci à tous les deux pour votre temps, du coup, c'était hyper cool comme conversation. Merci à vous de m'avoir invité, de m'avoir fait venir. Avec grand plaisir. C'était génial. J'ai passé un super moment avec vous et puis que les gens comprennent que les modèles d'acquisition à l'élite, c'est pas si merdique que ça serait déjà vraiment pas mal. Ouais, ça ferait plaisir. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Merci.